L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle d'une fille qui se nomme Historia. Enfin, ça c'est moi qui lui donne ce prénom, puisque des fois quand les gens postent, ils disent pas leur prénom tout le temps. Hein. Elle a 27 ans et quand cette histoire se passe, elle est assez heureuse. Ça fait 2 semaines qu'elle a reçu une promotion à son travail. Ça veut dire plus de responsabilités, mais plus d'argent. Et surtout, ça lui montre que son travail a porté ses fruits et que peut-être elle peut aller encore plus loin. Elle travaille au McDonald's depuis maintenant 4 ans. Au début, elle s'en foutait. C'était vraiment pour rembourser son prêt étudiant. Mais maintenant qu'elle a décroché son diplôme, malheureusement, elle n'a pas trouvé bien plus de boulot. Alors, elle a commencé à se dire qu'évoluer au sein de la filiale, ça pourrait être cool. Et ce qu'elle veut à force, c'est soit devenir franchisée avec son propre magasin à elle. Plus un restaurant qu'un magasin, mais tu m'as compris. Bref, une journée comme les autres d'hiver, elle se dit que c'est un hiver particulièrement froid quand même. Elle fait son boulot, c'est une grosse journée, enfin plutôt soirée, vu qu'elle a l'horaire de la fermeture. Le restaurant est pas mal chargé, il y a du personnel malade, donc ils sont un peu débordés de partout. Parce que pour le coup, l'affluence se fait ressentir, mais c'est pas grave, elle nous dit que c'est ça le métier. Ça veut dire un beau chiffre d'affaires en perspective. Voilà, la soirée se passe, il est maintenant plus d'1 heure. Le restaurant a fermé à minuit. Elle s'est reposée un petit coup après que les employés soient partis et ensuite elle a fait ses derniers préparatifs. Et elle s'apprête à repartir pour rentrer chez elle. Sauf que là, elle tient plus. Elle a envie de faire un petit pipi. Elle a un peu de route avant de rentrer chez elle et franchement, flemme d'attendre. Et surtout, son envie de pisser, ça urge. Alors elle va dans les toilettes réservées aux dames. Elle va dans la première cabine. Bon, je te passe les détails. Elle baisse son pantalon et s'assoit tranquillement pour faire pipi. Elle est avec son téléphone devant elle et normalement, le seul bruit qu'elle devrait entendre, c'est le bruit qu'elle est en train de faire avec son pissou. Sauf que elle entend du bruit qui vient d'au-dessus d'elle. Elle regarde en haut et elle est en mode mais what? C'est quoi ce délire? Elle se dit oh c'est pas bon ça, il y a des animaux là-dedans. Vous savez c'est les placos là en carré comme ça là qui peuvent s'enlever hop 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 etc. Elle se dit non, me dites pas que c'est des souris ou des rats sinon on laisse tomber la réputation de l'établissement. Mais le truc c'est que les bruits sont vachement chelous et ils sont quand même assez lourds. Elle regarde bien comme il faut le faux plafond parce que c'est un faux plafond en carreau comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et ça à la base c'est fait pour cacher un peu les tuyaux, les câbles, etc. Bon, elle finit ses affaires et elle se dit bon je vais parler au patron, voir ce qu'il faut faire pour ce problème. Elle tire la chasse d'eau et sort de la cabine. Elle va se laver les mains direct et là elle entend un bruit de quelque chose qui est poussé ou tiré et ça vient toujours d'en haut. Elle se retourne alors et là elle voit l'horreur de sa vie. Elle peut voir en l'air un trou dans le faux plafond. Et à la place de ce qui devrait être une dalle, elle peut voir la tête d'un homme qui regarde dans les toilettes. Elle nous dit que sa tête fait froid dans le dos. Il lui sourit et c'est horrible puisque le gars, il lui manque un peu des dents. Elle se met alors à crier et elle se ressuie clairement pas les mains. Elle sort des toilettes en 4e vitesse et se rend dans les vestiaires pour prendre ses affaires et pour pouvoir partir par une porte secondaire du restaurant. Sauf qu'avec la panique et tout, elle fait tomber son trousseau de clés pour déverrouiller le cadenas pour prendre ses affaires dans son casier. Elle arrive enfin à débloquer ce foutu cadenas, mais elle peut entendre la porte coupe-feu du vestiaire s'ouvrir. Elle prend son sac à main et elle se retourne très vite et comprend que le gars l'a trouvé. Alors elle se décale et essaye de se cacher derrière un petit pan de mur entre le mur et le casier. Elle attend et retient son souffle comme elle peut. Elle se met elle-même la main sur la bouche pour essayer de faire le moindre bruit possible. Elle tente de contrôler sa respiration, mais c'est très compliqué. Pendant ce temps, elle l'entend marcher et tenter d'ouvrir des casiers. Jusqu'au moment où il passe devant elle. À ce moment-là, lui se trouve dos à elle. Historia se dit « Allez, j'attends qu'il soit encore un peu plus loin vers la gauche et j'essaye de partir furtivement. » C'est ce qu'il commence à faire, mais malheureusement, elle est trop concentrée sur cette idée qu'elle ne fait pas gaffe et un truc va tomber de son petit sac à main qu'elle tenait contre elle. À ce moment-là, le gars va se retourner et il va s'approcher très vite d'elle. Elle va alors essayer de se défendre du mieux qu'elle peut. À ce moment-là, elle sait pas se battre. Alors elle donne des coups, ici et là, mais ça fait rien. C'est comme si ça le chatouillait. Il va la regarder et rigoler. Il lui sourit de toutes ses dents, enfin du peu de dents qui lui reste. Et justement, maintenant il va se passer quelque chose. Historia, elle a un relent. Elle a envie de vomir. Le gars, il pue de la gueule, mais pas que. Il pue littéralement. L'homme est vraiment très sale et c'est comme s'il n'avait pas pris de douche depuis plusieurs années clairement. Ses vêtements, ils sont en lambeaux et ses yeux, n'en parlons pas, il respire la malveillance. L'homme va lui attraper les bras et va lui dire, enfin, du moins, c'est ce qu'elle comprend. « Donne-moi ce que t'as, sale riche, sinon je te tue. »
Historia, elle est en panique totale. Elle dit ouais monsieur, mais me faites pas de mal, je vais tout vous donner. Il lui lâche alors les bras et elle se baisse par terre et elle retourne le contenu de son sac à main par terre. Elle panique et elle lui dit c'est tout ce qu'elle a et qu'il peut tout prendre, mais qu'il ne doit pas lui faire de mal. Pendant qu'il commence à ramasser tout ça, vraiment heureux de son larcin, elle commence à se relever pour essayer de s'enfuir. Et c'est ce qu'elle fait jusqu'au moment où elle arrive à la porte coupe-feu. Sauf que celle-ci s'ouvre devant elle et d'ailleurs elle a failli la prendre dans la tête. Une fraction de seconde plus tard, elle peut voir Maxime, un de ses collègues, rentrer dans le vestiaire tranquillement. Lui, il est comme ça en mode let's go, et papapi, papapa quoi, il fait sa petite vie. Mais Historia lui bafouille qu'il y a un mec qui l'agresse là-bas. Et Maxime ne comprend strictement rien. Mais il avance tranquillement vers le fond des vestiaires. Et il joue avec ses clés de cadenas, jusqu'au moment où il voit l'agresseur d'Historia. Il se met à gueuler sur ce gars qui est en train de mettre tout ce qui se trouve par terre dans ses poches. Historia crie alors que ce gars l'a agressé. De là, une bagarre éclate entre les deux hommes et Historia en profite pour appeler la police. Pendant ce temps-là, Maxime arrive à prendre le dessus sur l'homme qui est maintenant à terre. Et Maxime qui le tient avec un pied sur lui. Après environ 10 minutes, une patrouille de police est arrivée et a embarqué l'homme, qui s'est avéré être un SDF qui s'était dit qu'il se mettrait bien à voler tout ce qu'il pouvait dans ce restaurant. Et en faisant cette technique, il voulait trouver un petit chez lui en vivant, dans le faux plafond. Mais bon, en voyant Historia, il s'est dit qu'il pourrait avoir un plus gros butin et bien plus rapidement surtout. Maintenant, vous vous demandez sûrement comment le fameux Maxime est arrivé pour sauver Historia. Alors comment vous dire que c'est une malchance de sa part qui a sauvé bien des choses pour Historia. En fait, Maxime, il est rentré chez lui à pied et en arrivant devant sa porte, il a remarqué qu'il n'avait pas ses clés sur lui. Du coup, il est retourné au McDo en se disant qu'il avait sûrement oublié son trousseau dans son casier. Et c'est pourquoi il était là à ce moment-là. Et Historia lui est vraiment très reconnaissante. Depuis, elle a pris des cours de self-défense parce qu'elle a horreur de repenser à cette scène. Celle où elle a tenté de se défendre contre ce type, mais que malheureusement, elle faisait pas le poids. Depuis, elle se sent plus confiante, mais ne voudrait pas quand même revivre une expérience de ce genre. Elle veut juste être prête au cas où. Et justement, elle voudrait passer un message en disant qu'il est préférable d'avoir des bases d'autodéfense avant qu'il ne vous arrive quelque chose. Et voilà, c'est comme ça que se termine ce petit thread. Enfin, pour moi, il est petit parce qu'à raconter, là, il était très rapide et tout. J'ai bien kiffé la mécanique, enfin, l'histoire au global, quoi. Et la chance. Enfin, en gros, je pense, sur le principe, là, je sais pas s'il l'aura agressé ou quoi, mais elle aurait quand même perdu toutes ses affaires. Et c'est horrible, surtout émotionnellement parlant, parce que les affaires, c'est des affaires. Let's go, on peut les remplacer s'il faut, etc. Mais le choc émotionnel, t'as vu, ça l'a tellement traumatisée et qu'elle s'est sentie à un moment, elle s'est dit non, ça y est, j'arrive pas à me défendre contre un gars alors que, bon, c'est pas c'est pas un boxeur professionnel non plus. Et j'arrive quand même pas à me défendre contre lui. Donc, elle a pris des cours d'autodéfense et bah tant mieux comme ça. Bon, on n'espère pas qu'il lui arrive autre chose, mais elle sera peut-être en mesure de pouvoir se défendre mieux. On est tous d'accord pour dire que quand cette vidéo sort, on est en été. Alors non, on n'est pas en été, mais c'est pour vous dire que normalement, cette histoire devait sortir en été. Et depuis, elle a été décalée. Et hop, elle s'est retrouvée là. Voilà, petit fun fact. Mais c'est pas grave, on va faire comme si on était en été. Jouer le jeu. Donc quand on est en été, généralement, on veut des vacances. Que ça soit à la mer, à la montagne ou encore mieux pour nous, la forêt et le camping. Et dans cette histoire, on va suivre un groupe d'ados qui ont à peu près 16 ans. Alors je vous laisse deviner ce que cela va combiner. Forêt, nuit, ados seuls. On a là un bon petit mélange pour avoir un bon thread d'horreur. Sans compter que cela ne se passe pas aux États-Unis. Non, c'est bien dans le sud de la France. Allez, c'est parti. En été 2021, Marc et ses amis âgés plus ou moins de 16 ans, qui se composent de 3 filles et de 4 garçons, ont passé des vacances dans le sud de la France, plus précisément en campagne chez une de ses amies. C'est un endroit assez paumé dans une résidence familiale où il y a 3-4 maisons. Mais pour aller au village voisin, il faut au moins 30 minutes pour y arriver à pied. La résidence est entourée de champs et d'un sentier qui mène vers une immense forêt. Pour ne pas déranger la famille de son ami, tout ce beau monde s'est installé dans une tente à côté d'un champ. Arrive le moment, vers minuit, où il décide d'aller faire un jeu en forêt, appelé la Bête Noire. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un jeu où 2 camps s'opposent, les chercheurs et les bêtes noires. Les bêtes noires se cachent dans la forêt et les chercheurs doivent les trouver dès qu'une bête noire a été repérée, alors le chercheur doit crier bête noire. Et ainsi revenir en courant hors de la forêt pour ne pas se faire attraper par les bêtes noires qui, elles, sortent toutes de leur cachette pour les attraper. Voilà, Marc fait des petites parties de bêtes noires et personne n'arrive à le trouver. Le temps passe assez longuement et il entend des bruits de pas tout près de lui. Et il entend également ses amis qui lui disent de revenir car ils sont tous là et qu'ils arrêtent le jeu.
Après les avoir rejoints, tout le monde est là et ils se sont couchés. Le lendemain, vers 4 heures du matin, ils décident de faire une balade nocturne vers la forêt. Ils sont 4 puisque les autres dorment. C'est à ce moment-là que les choses prennent une tournure peu rassurante. Arrivés au milieu du sentier, ils entendent un cri d'homme qui provient de la forêt. Voilà, ils se regardent tous sans bouger. Ils essayent de comprendre s'ils ont bien tous entendu la même chose. Quelques secondes plus tard, ils n'entendent plus un cri, mais des pleurs. Des pleurs de bébé, c'est la chose de trop. Les 2 filles dans le groupe sont parties en courant vers la tente, tandis que lui et son ami continuent de partir en direction de la forêt. Il faut savoir que dans la vie, Marc cherche constamment à ressentir de l'adrénaline dans les choses qui lui font peur, et aussi qu'il a tendance à venir en aide à toute personne. Alors voici pourquoi il a agi de cette manière. Arrivé à l'endroit de la forêt, ils n'entendent plus rien. C'est alors qu'ils demandent si quelqu'un est là et si cette personne a besoin d'aide, mais aucune réponse. Marc se rapproche de la forêt et il entend quelque chose venant d'un buisson à 2 mètres de lui. Au même moment, son ami et lui partent en courant par peur jusqu'à la tente. Ils arrivent à la tente et ils racontent ce qui s'est passé aux filles et elles leur interdisent d'y retourner. Sauf que bêtes comme ils sont, 15 minutes plus tard, ils décident lui et son ami d'y retourner. Marc et son ami sont devant la forêt mais son ami refuse d'y rentrer. Alors, il prend son courage à 2 mains et décide d'y aller tout seul. À ce moment-là, il commence à ressentir de l'adrénaline qu'il cherche, car en plus d'être seul, il n'a pas de téléphone sur lui. Juste une lampe torche et des claquettes, histoire de courir bien vite. Vient le moment où il tombe sur une ramière. En gros, c'est un petit lac. Et là, il voit de l'autre côté de ce petit lac une silhouette d'un homme. Et il pose cette fameuse question. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Et l'homme lui répond. Ouais, avec une intonation très creepy et aiguë. Là, Marc est totalement paralysé. Il a des sueurs froides qui le traversent dans tout le corps. Quelques secondes plus tard qu'il lui ont paru des minutes, il reprend ses esprits et commence à courir tout en criant pour que son pote parte également. Ce soir-là, ils n'ont pas dormi de la nuit. Ce qui est étrange, c'est cette forêt. Elle a une atmosphère un peu malfaisante et beaucoup de choses sont abandonnées, comme des caravanes, des véhicules. Les jours suivants, ils ne sont jamais retournés dans cette forêt. 2 ans plus tard, ils retournent encore quelques jours chez ce fameux ami. Ils s'amusent toute la journée et vient la nuit. Vers 3 heures du matin, Marc n'arrive pas à dormir et un des gars du groupe non plus. C'est alors qu'il demande à son ami s'il est chaud de venir avec lui dans la forêt pour voir s'il se passe toujours des choses bizarres. Il lui répond qu'il n'est pas très chaud et cela se comprend puisqu'ils ont eu leur dose de peur la dernière fois. Enfin eux, mais pas notre petit Marc. Alors il lui dit que c'est pas grave, qu'il va y aller tout seul. Mais son ami lui dit que c'est hors de question qu'il le laisse aller là-bas tout seul. Arrivés au milieu du sentier, c'est par leur plus grande surprise qu'ils entendent des cris. Mais pas un cri d'homme, ni de bébé. Cette fois, c'est un cri de femme. Un cri glaçant, comme si quelqu'un se faisait battre. Marc filme, entend les cris. Mais malheureusement, à ce moment-là, il y avait beaucoup de vent. Alors, c'est un peu compliqué de distinguer entre les cris et le vent. Son pote lui dit que c'est bon. Lui n'ira pas plus loin et qu'il faut vraiment qu'il rentre. Et surtout de ne pas rester dans cette forêt plus longtemps. Marc lui dit alors que s'il ne veut pas venir, il comprend, mais que lui, il va aller voir. Alors qu'il s'avance en direction de la forêt, arrive vers l'endroit et n'entend plus rien. Il prend son courage à 2 mains et rentre totalement dans la forêt. Il s'enfonce à peu près 15 minutes mais ne trouve rien. Il commence donc à faire demi-tour. Mais c'est à ce moment-là, digne d'un film d'horreur, que son téléphone n'a plus de batterie. Il s'éteint et il commence à avoir peur puisqu'il est tout seul. Il est au milieu de la forêt, sans lumière et sans moyen de communication. C'est là qu'il entend un petit rire mesquin. Après avoir entendu ça, il cherche même pas à comprendre. Il trace, il n'a jamais couru aussi vite de toute sa vie. Pour le peu qu'il voit, car il fait noir. Il essaye de se souvenir du chemin du retour. Et le problème, c'est qu'il est maintenant suivi par quelqu'un. Marc entend quelqu'un courir loin derrière lui. Et il se dit que s'il se fait choper, ça va mal se finir et que ce sera la fin pour lui. Par miracle, il entend son pote à l'entrée de la forêt. Il est en train de l'appeler avec une lampe torche pour qu'il revienne. Il lui crie que quelqu'un le suit et qu'il faut vite qu'il parte d'ici. Et étant au niveau du sentier pour rentrer, il se retourne. Et là, il ne voit plus personne. Ils arrivent à la tente et il raconte à son ami ce qui s'est passé. Mais il ne le croit pas et pense que Marc veut juste lui faire peur. Mais ce qu'il a vu est bien réel. Le lendemain, le groupe s'est dit qu'il ne faut pas mettre les pieds dans cette forêt. En tout cas, pas tout seul. Marc s'est fait la réflexion. Qui était proche de lui lors de la bête noire? Qu'est-ce qui se serait passé si ses amis ne l'avaient pas appelé à ce moment-là? Bien sûr, ce sont des questions auxquelles il n'aura jamais de réponse. Mais en tout cas, il a clairement eu ses doses d'adrénaline ces soirs-là. En 2021, Emily fait des livraisons pour Uber Eats sur son scooter électrique.
quand elle a besoin d'un peu de cash en plus. Elle aime bien bosser tard, genre entre 23h et 2h du matin, parce que les pourboires sont meilleurs et il n'y a pas trop de monde dans les rues. Cette nuit-là, en plein mois d'août, vers 1h du mat, elle doit livrer dans un complexe d'appart près d'une fac, juste à la limite de la ville. Elle kiffe faire des courses là-bas parce qu'il y a une belle piste cyclable qu'elle prend toujours un peu pour décompresser après ses livraisons. Elle file la commande, un truc mexicain au client et se retourne, prête pour sa petite balade. Elle arrive à une intersection qui mène vers la fac et le sentier quand elle remarque un terre-plein circulaire chelou. De ce qu'on sait, c'est pas un rond-point. Bref, il y a un centre commercial à sa gauche. En roue libre vers l'intersection, elle voit une Dodge Charger noire qui passe vite devant elle, contourne le terre-plein et se gare en face du sentier, à quelques mètres. Elle remarque direct 3 trucs bizarres. Pas de plaque, ni devant, ni derrière. Les vitres sont ultra teintées. Il fait nuit, mais elle voit rien à travers. Et les phares de la voiture sont éteints. Là, Emily commence à avoir un très mauvais pressentiment. C'est pas une voiture banalisée. Quelque chose cloche vraiment. Elle arrive à la pire intersection, saute sur le trottoir pour appuyer sur le bouton du passage piéton. Et là, elle voit un gars en vélo de l'autre côté, qui fixe clairement la voiture. Le cycliste est aussi au début du sentier, donc elle décide de l'aborder en traversant l'intersection pour lui poser des questions. Le gars, il a l'air tellement épuisé. Il est maigre, genre vraiment au bout du rouleau. Mais il a pas l'air d'être sous substance ou quoi. À peine elle commence à lui parler que la voiture allume ses phares, les éclaire tous les deux de l'autre côté de la rue. Là, Emily commence à paniquer un peu. Elle veut juste comprendre ce qui se passe. Alors elle demande au gars, qu'est-ce qui se passe? Et là, il lui dit que le type dans la voiture le suit depuis des semaines, qu'il sait plus quoi faire. Elle lui propose d'appeler la police, mais il refuse direct. Il dit qu'il a déjà essayé et qu'il l'aide pas. Elle comprend pas pourquoi, alors elle insiste un peu. Et là, il lui lâche que le gars dans la voiture aurait des liens avec la police. Elle lui demande s'il veut qu'elle fasse quelque chose pour lui, mais il la coupe net et lui dit de partir. Son ton est super sérieux. Du coup, elle oublie direct l'idée de sa petite balade et elle suit son conseil. Elle se prépare à partir quand elle voit la voiture éteindre ses phares, faire demi-tour sur le terre-plein, mais cette fois, elle reste à l'entrée du complexe d'appartements. Le type en vélo est toujours là. Quand elle est arrivée pour la première fois, ni le cycliste ni la voiture étaient là. Elle sait toujours pas quoi en penser. La voiture, elle faisait clairement flipper le gars. Mais des semaines à le suivre? Sérieux, pourquoi? Elle a déjà vu des gens en pleine crise psychotique. Et si ce type était en plein délire, il cachait super bien son jeu. Elle aurait aimé lui poser plus de questions. Mais elle avait une boule dans le ventre depuis qu'elle avait vu cette bagnole. Jusqu'au moment où elle l'a enfin perdue de vue. Peut-être qu'elle se faisait des films, mais elle s'est sentie comme une proie. C'était carrément flippant. Voilà, petit thread très chelou, voiture no plaque, vitre teintée, full noir, vraiment digne d'un petit film d'horreur. Allez, on va passer au prochain thread. Sabrina habite au premier étage à Paris, donc son appart est super proche de la rue. Elle vit toute seule et, vu le prix des loyers à Paris, son appart est petit, genre vraiment petit, avec juste une mini fenêtre. Comme elle est au rez-de-chaussée, elle a le droit d'avoir une chaise et un cendrier devant sa porte, dans la rue, histoire de s'asseoir et fumer tranquille. Cela fait maintenant 1 an qu'elle a arrêté de fumer, donc son cendrier est toujours vide. Mais il y a environ 6 mois, elle a commencé à remarquer qu'il y avait plein de mégots dedans, mais pas les siens, bien sûr. Au début, elle pensait que c'était des gens qui passaient dans la rue et utilisaient son cendrier, genre normal. Mais en fait, elle a vu qu'il n'y avait qu'une seule marque de cigarettes, donc c'était sûrement la même personne qui l'utilisait tout le temps. À ce stade, Sabrina ne s'inquiétait même pas. Elle est partie à l'hôpital pendant plusieurs mois, laissant son appart vide. Et quand elle est revenue, elle a remarqué que non seulement le cendrier avait été nettoyé, mais qu'une deuxième chaise avait été ajoutée à côté de la sienne. Comme si des gens s'étaient installés devant sa porte pour passer un bon moment. Cette deuxième chaise, elle ne l'avait jamais vue de sa vie. Ensuite, Sabrina repart chez ses parents pendant 1 mois. Quand elle revient, c'est un vrai bordel devant son appart. Du papier toilette par terre, des mégots partout. Et la deuxième chaise avait disparu. Elle était furax mais trop fatiguée pour tout nettoyer. Alors, elle est rentrée pour dormir. Vers 1h du matin, sa sonnette retentit. Sabrina va ouvrir et là, elle tombe sur un type quasiment à poil, juste en sous-vêtements, qui avait l'air furieux. Il commence à lui crier dessus, lui demandant de lui filer des bonbons magiques. Le truc, c'est que Sabrina ne touche pas aux substances. Il lui sort qu'il peut lui filer plein de trucs pour ça, et qu'il l'a déjà vu fumer de la cigarette magique plusieurs fois. Mais c'est totalement faux. Le gars était super déçu, persuadé qu'elle gardait la substance pour elle sans vouloir partager. Finalement, il s'en va, toujours en colère. Elle l'entend crier dans la rue. Le lendemain matin, Sabrina le recroise près des boîtes aux lettres. Et là, il est tout calme, gentil, comme si rien ne s'était passé la veille. Pour une fille de 20 ans, ce genre d'expérience, c'est vraiment flippant.
Depuis, Sabrina ne se sent plus trop en sécurité chez elle. Elle a promis de donner des nouvelles et de peut-être ajouter des photos si jamais ça se reproduit. Charlotte et son mari Julien pensaient avoir trouvé la maison parfaite. Au début, tout semblait idéal, vraiment parfait. Ils avaient leur petit cocon, leur vie à deux, tout paraissait beau et tranquille. Mais oh, comme elles se trompaient. Lors de la visite, l'agent immobilier leur fait le tour des lieux et finit par dire « Bon, voilà, la visite est terminée, est-ce que vous avez des questions ?» Charlotte remarque tout de suite un truc chez l'agent. Elle sourit, mais c'est clairement pour faire bonne figure, juste pour vendre. Elle a cette attitude de faux cul, tu vois. Mais Charlotte se dit que ça doit être normal, sourire tout le temps pour vendre des maisons, ça doit pas être simple. Puis bon, la maison coûte quand même 300 000 €, donc elle peut pas se permettre de faire la gueule. Julien répond non, pas de question. Il se tourne vers Charlotte pour voir si elle en a, mais elle confirme qu'elle n'en a pas non plus. Elle tend la main à l'agent pour dire au revoir et là, l'agent lui serre la main avec une poigne bien trop forte, lui écrasant presque les doigts. L'agent lui dit alors avec un sourire toujours aussi forcé « Tout le plaisir est pour moi ». Puis alors qu'elle allait partir, elle se retourne et redonne sa carte de visite, celle qu'elle avait déjà donnée lors de leur première rencontre. Charlotte remarque la répétition et l'agent répond un peu bizarrement. Mieux vaut prévenir que guérir. Charlotte trouve ça un peu étrange mais elle n'y pense pas plus que ça. L'agent leur lance alors un peu excité. D'accord, j'espère vraiment avoir de vos nouvelles bientôt. Si vous décidez de m'appeler, surtout n'hésitez pas, même si c'est à 2 h du mat. Charlotte et Julien la regardent s'éloigner vers sa voiture pour accueillir d'autres clients. Quand ils débriefent la visite, Charlotte lance à Julien. T'as pas l'impression qu'elle a pris un truc, elle? Genre de l'herbe ou de la poudre? Julien il se met à rigoler et il dit ouais, de la poudre carrément. Même un lapin sous Monster n'aurait pas autant d'énergie. Ensuite, ils rentrent chez eux. Honnêtement, après cette visite, Charlotte a juste envie, c'est de faire une petite sieste. Plus tard, ils reparlent de la maison, Charlotte est à fond pour l'acheter, mais Julien n'est pas super convaincu. C'est un peu au-dessus de leur budget, et il y a quelques petits travaux à faire, comme ce papier peint hideux dans une des chambres. À un moment, il lui demande même en riant « Sérieusement Charlotte, qui met un truc pareil dans la chambre d'un enfant ?» Charlotte, elle voit ça différemment. Elle lui dit qu'il pourrait repeindre ou changer le papier peint, que en vrai, c'est pas un problème. Elle insiste pour qu'il y réfléchisse parce qu'elle adore cette maison. Finalement, Julien cède et lui dit qu'il va y réfléchir. Pour faire court, elle obtient ce qu'elle veut. Ils finissent par déménager rapidement de leur ancienne maison. Charlotte et Julien ont enfin rangé et préparé tous leurs cartons pour emménager. Mais Charlotte sent déjà qu'elle aurait dû faire attention à ce qu'elle souhaitait. Le jour de la remise des clés, ils doivent retrouver Carla, l'agente immobilière devant la maison. Sauf qu'elle n'est toujours pas là. Charlotte demande à Julien « Tu sais où elle est là? Elle devrait pas être ici normalement ?» Julien lui rappelle que Carla lui avait dit qu'elle devait faire une dernière inspection pour vérifier que tout était en ordre et qu'elle leur laisserait la porte ouverte. Charlotte plaisante un peu ironique « Eh ben, c'est pas du tout louche ça !» Et elle pousse la porte. Elle dit ensuite à Julien d'être sympa, que c'est sûrement la dernière fois qu'ils vont devoir la voir. Ils entrent dans la maison et Julien lance un appel. « Carla, Carla, vous êtes là ?» Avec l'écho dans la maison vide, ça fait un peu flipper quand même. Et puis ils entendent une voix, très faible, étouffée, qui dit « J'arrive. » Tout à coup, Carla sort d'une porte qui donne sur la cuisine. Elle est complètement essoufflée, ses cheveux bruns d'habitude bien lisses sont en bataille. Et une traînée de peinture dégouline sur sa joue crayon blanche. On dirait qu'elle était en train de repeindre un truc. Charlotte la regarde, un peu inquiète, et lui dit « Carla, tout va bien? Pourquoi vous étiez au sous-sol ?» Julien fronce les sourcils, l'air sceptique. Carla lui assure qu'elle va très bien, qu'elle était juste en train de vérifier que la peinture avait bien séché. Elle leur explique que le sous-sol a dû être fait à la dernière minute, parce qu'à leur dernière visite, elle avait oublié de fermer la maison à clé. Et apparemment, des personnes mal intentionnées en avaient profité pour entrer et avaient écrit des trucs au sous-sol. Elle a l'air énervée et leur dit « Ah, si je les attrape, je vous jure que... Mais Charlotte l'interrompit et lui dit « Bon, pas de souci, on va éviter d'aller dans le sous-sol pour l'instant, histoire de laisser la peinture sécher. » Charlotte demande ensuite « Eh ben, c'est bon, vous avez les clés ?» Carla lui dépose les clés dans la paume de la main ainsi que des copies des documents posés sur le comptoir. Elle leur dit que tout le reste leur sera envoyé par courrier et par email. Puis Carla s'excuse, leur dit qu'elle doit y aller et elle les félicite pour leur achat. Charlotte et Julien la remercient et la raccompagnent à la porte, qu'ils referment derrière elle d'ailleurs. Charlotte se tourne vers Julien et lâche « Eh ben,
C'était vraiment bizarre toute cette ambiance, non? On dirait vraiment qu'elle préparait quelque chose. Charlotte lance un peu ironique. Bon, tu veux qu'on aille vérifier le sous-sol? Julien hausse les épaules. Bah, rien de presse, on ira voir plus tard. De toute façon, Charlotte n'avait pas trop envie d'aller respirer la peinture dans le sous-sol. Elle et Julien avaient déjà leur idée de ce que Carla faisait là-bas. Elle devait sûrement prendre sa petite dose de... Mais aussitôt le matin, bah faut être accro. La journée est passée à déménager. En déballant leur affaire, Charlotte est tellement épuisée qu'elle pourrait dormir debout. Elle a presque oublié l'épisode du sous-sol et de Carla qui, visiblement, avait pris un bon rail le matin même. Mais le lendemain matin, la curiosité prend le dessus. Ses yeux n'arrêtent pas de se tourner vers la porte du sous-sol. Finalement, elle lâche à Julien. « Tu trouves pas que c'est bizarre, toi ?» Julien, une tasse de café à la main, lève les yeux vers elle. « Bizarre quoi ?»« Bah, le sous-sol, Carla, la peinture noire. J'ai essayé de pas y penser, mais c'est impossible. » Julien repose sa tasse et un sourire amusé apparaît sur ses lèvres. « Toi aussi ça te trotte la tête? T'es en train de penser à ce que je pense, non ?» Il soupire, se lève de sa chaise et Charlotte fait de même en disant « C'est l'heure de résoudre le mystère. » Il se dirige alors vers la porte du sous-sol, Julien tire la poignée et allume la lumière. Les marches en bois grincent tandis qu'ils descendent. Une ampoule jaune éclaire faiblement la pièce. Ce qui est sûr, c'est que Carla ne mentait pas pour la peinture. Les murs sont d'un noir absolu, donnant à l'endroit une ambiance étrange. Charlotte sent un frisson parcourir sa colonne vertébrale en atteignant la dernière marche. C'est de ça que je te parlais. Même si Carla dit la vérité, pourquoi peindre les murs en noir? C'est super bizarre de faire ça, non? Ok ouais, je suis d'accord avec toi, marmonne Julien, pensif. Sans réfléchir, Charlotte s'approche du mur de droite et passe la main dessus. Elle s'attend à sentir des résidus, mais sa main ressort propre. Quelque chose ne tourne pas rond. Elle se retourne vers Julien et dit « J'ai plus envie de rester ici, ça me fout les jetons en vrai. » Julien sourit, un peu sarcastique. « Ah ça, c'est l'euphémisme du siècle. Dès qu'on s'installe, c'est le premier mur que je repeins. » Charlotte approuve et il remonte rapidement et referme la porte derrière eux. À ce moment-là, pour la première fois, elle entend une étrange sonnerie. Plus tard, Julien part au magasin acheter quelques trucs pendant que Charlotte prépare le déjeuner dans la cuisine. Soudain, un bourdonnement sourd retentit. Elle se demande à voix haute « Mais c'est quoi ça ?» Son regard se pose alors sur la fameuse porte. Avec hésitation, elle s'en approche et colle son oreille contre le bois. Le son se fait plus fort, pas de beaucoup, mais assez pour qu'elle soit convaincue que ça vient bien du sous-sol. Rassemblant tout son courage, elle prend une grande inspiration. Elle sait ce qu'elle doit faire. D'un geste rapide, elle ouvre la porte du sous-sol. Charlotte allume la lumière, retourne un petit peu en arrière et attrape un couteau sur le comptoir, histoire de se sentir un peu plus en sécurité. Elle descend dans le sous-sol, prête à affronter ce qui l'attend. Mais elle se retrouve dans une pièce vide. Le bourdonnement s'est arrêté à peine elle a ouvert la porte. Elle regarde autour d'elle, complètement paumée. Elle aurait juré avoir entendu quelque chose. Mais là, sans preuve, elle se demande si elle n'a pas juste halluciné. Elle essaye de se dire que c'est le stress, qu'elle veut pas se mettre dans tous ces états pour ça. Elle tente de chasser l'incident de son esprit, mais bien sûr, c'est plus facile à dire qu'à faire. Alors, elle passe le reste de la journée avec Julien à déballer des cartons et déplacer des trucs ici et là. Le soir venu, ils sont dans la cuisine, à manger des plats emportés. Là, Charlotte décide d'en parler. Dis-moi, ça va paraître bizarre, mais t'as pas entendu un genre de bourdonnement ces derniers temps? Julien la regarde intrigué. Ouais, je sais pas trop. Quel genre de bourdonnement? Je sais pas, c'est comme un vieux bruit vibrant. Un peu comme un téléphone en mode silencieux. J'aurais juré l'avoir entendu venir du sous-sol tout à l'heure. Julien hausse les épaules. Non, moi j'ai rien entendu, peut-être que t'es juste un peu... Et là, pile au moment où il parle, le fameux bruit revient. Charlotte sent une montée de panique. C'est comme si le bruit s'était manifesté pile quand elle en parlait, comme s'il répondait à sa pensée. Julien la fixe, les yeux ronds, comme des soucoupes. Lentement, il se lève de sa chaise et se dirige vers la porte du sous-sol. Il tourne la poignée prudemment et ouvre la porte aussi doucement que possible. Charlotte retient son souffle, son cœur bat à toute allure. Elle ne sait pas ce qui l'attend là-bas, mais maintenant, elle est certaine de ne pas avoir rêvé. Julien allume la lumière, éclairant l'espace vide en bas des escaliers. Encore une fois, il ne voit qu'une pièce sombre et vide. La sonnerie dure encore quelques secondes, puis s'arrête, les laissant dans un silence pesant. Charlotte regarde Julien. « Tu me crois maintenant ?» Il acquiesce, visiblement perturbé. « Ah ouais, c'est vraiment bizarre. Peut-être qu'un des peintres a laissé son téléphone en bas, non ?» Charlotte secoue la tête. « Impossible, on a tout fouillé.
il n'y avait rien. Julien admet qu'elle a raison et essaye de la rassurer en disant qu'ils finiront bien par oublier tout ça. Mais elle sait qu'elle n'arrivera pas à chasser ça de son esprit. Elle a besoin de réponses et elle est bien décidée à les trouver. La nuit, elle y pense sans arrêt, si bien qu'elle reste éveillée bien plus longtemps que prévu. Le lendemain matin, elle se lève tard et trouve Julien qui l'attend déjà dans la cuisine. Le petit déjeuner est prêt sur la table. Mais ce qui la surprend, c'est qu'il est déjà habillé pour aller au travail. Julien lui sourit en la voyant arriver. « Alors, bonjour la belle au bois dormant ?» Charlotte Baille lui répond bonjour et le regarde, intriguée. « Pourquoi t'es habillé comme ça? T'es censé aller au boulot ?» Julien hoche la tête. « Ouais, je t'avais dit que je devais passer au bureau aujourd'hui. » Charlotte s'en rappelle vaguement. Elle lui souhaite une bonne journée et le remercie pour le petit déjeuner. Julien se lève, s'approche d'elle, lui dépose un baiser sur le front et lui murmure « De rien ma chérie, je t'aime. » Elle sourit, le regarde poser son assiette dans l'évier et lui répond « Moi aussi je t'aime. » Avant de partir, Julien lance en plaisantant « Fais pas de bêtises pendant mon absence, d'accord? On s'occupera de tout ça ensemble quand je rentrerai. » Avec un dernier sourire, il se dirige vers la porte et s'apprête à partir. Avant de partir, Charlotte dit à Julien « Je te promets rien, tu sais. » Dès que la porte se referme derrière lui, elle se précipite vers le sous-sol. Elle a désespérément besoin de réponses. Et ces réponses-là, elle ne sait pas encore qu'elles vont l'amener à quelque chose qu'elle aurait voulu effacer de sa mémoire. Elle commence à inspecter les murs, si elle devait cacher quelque chose, où est-ce qu'elle le mettrait? Elle passe ses doigts sur la surface noire du mur sans trop s'attendre à trouver quoi que ce soit. Mais à sa grande surprise, elle tombe sur un creux dans le plâtre. Elle trace le contour et là, elle réalise que c'est une porte. Elle se dit que c'est sûrement ça que Carla a essayé de dissimuler dès leur arrivée. Une sensation de malaise commence à se faire sentir dans son estomac. Pourquoi cette porte a été poncée puis repeinte? Carla espérait sûrement que Charlotte et Julien ne la trouvent jamais, mais elle n'a pas assez comblé les trous du cadre. Charlotte cherche une poignée, mais elle ne trouve rien. Elle soupire, sachant bien que Julien n'approuverait pas ce qu'elle fait, mais elle a besoin de savoir. Elle monte rapidement à l'étage, va dans le garage où Julien range ses outils et trouve enfin ce qu'elle cherchait, un marteau. Elle redescend au sous-sol, se poste devant la porte cachée, rassemble son courage, lève le marteau et s'apprête à frapper. Soudain, elle entend le fameux bruit. Instinctivement, elle recule en retenant son souffle. Elle se ressaisit, se dit qu'elle peut le faire. Elle n'attend même pas que le bruit s'arrête et commence à marteler le mur. Après tout ce raffut, elle finit par faire un trou suffisamment grand pour passer. Elle allume la lampe de son téléphone, le cœur battant, et franchit la fente dans le mur. Une odeur âcre l'assaillit aussitôt. Elle cherche un interrupteur et finit par en trouver un sur le mur à côté. Dès qu'elle allume la lumière, elle pousse un cri strident. Devant elle, des dizaines de corps sont éparpillés dans la pièce, la plupart enveloppés dans du film plastique, comme des sortes de momies. Leur peau et leurs os semblent desséchés sous cette fine couche de plastique, et il y a du sang séché partout. Les expressions figées de certains visages la hanteront à jamais. Les cadavres sont dans différents états de décomposition, mais ils ont tous un point en commun. Leur visage déformé par la terreur de leur dernière seconde. Charlotte est au bord de l'évanouissement quand elle entend à nouveau la sonnerie. Elle baisse les yeux et là, au sol, elle voit un téléphone portable qui reçoit un appel. La batterie est presque à plat, mais elle tient encore. Son cœur se brise en lisant le nom sur l'écran fissuré. Maman. Elle tourne la tête à gauche et sent son estomac se nouer. Un homme qui semble avoir la vingtaine est enchaîné contre le mur. Il n'a plus de yeux et ses joues sont couvertes de sang séché. Sa gorge est tranchée et le pourpre sombre de son sang coule à sa chemise. De tous les corps dans la pièce, le sien est le moins décomposé. Les larmes aux yeux, elle remarque que son bras est tendu vers le téléphone, comme une mise en scène morbide où il semble essayer d'attraper le téléphone. C'en est trop pour Charlotte, elle trébuche en arrière, sort de la pièce en courant. Après avoir repris son souffle, encore secouée de sanglots et de frissons, elle appelle la police. Au total, 15 corps sont découverts. Elle apprend plus tard que le téléphone portable appartenait à un homme de 23 ans, disparu depuis 4 jours. Et eux, ils vivaient dans cette maison depuis à peu près 4 jours maintenant. Inutile de dire que Charlotte et Julien n'ont pas cherché à rester là. Ils ont fait jouer certains de leurs droits auprès du notaire et ils sont retournés chez les parents de Charlotte, essayant d'oublier tout ça, de se débarrasser de cet endroit. Et même si Julien tente de la rassurer en lui répétant que tout ira bien, Charlotte ne se sent toujours pas en sécurité. Parce que Carla est sûrement toujours là-bas. Elle en est certaine. Et depuis, la police n'a ni de nouvelles de l'agence immobilière, ni de Carla.
Selon eux, leur maison était la seule en vente auprès de cette agence immobilière très bizarre. Elle ne sait toujours pas quoi faire. Quoi qu'il arrive, elle prie simplement pour que ni elle ni Julien ne finissent comme ces gens qu'elle a trouvés dans leur sous-sol. Voilà, c'est comme ça que se termine ce thread d'horreur. Une véritable pépite, comme je vous le disais à l'époque. C'est vrai, c'est à une époque qui date, j'ai l'impression que ça fait longtemps que je raconte des threads. Mais non, c'était même pas il y a si longtemps, mais à une époque je vous disais, je vous ai trouvé des pépites. Oh. Et bah là, c'est une pépite. Je suis d'accord, on est d'accord. T'es d'accord ou pas? Non, c'est une pépite, c'est une petite pépite. J'ai le sourire un petit peu, mais c'est horrible en fait. C'est vrai que des fois, je me rends compte que j'ai un peu trop de détachement vis-à-vis des threads. C'est vrai que des fois je suis en mode, je les raconte comme ça, en mode, voilà. De toute façon, l'histoire elle s'est passée. Elle s'est passée, donc moi j'y peux rien. Moi c'est pas moi qui l'ai fait. Hein. Moi j'étais tranquille ici. C'est pas moi qui ai commis ces actes abominables, donc voilà. Mais c'est vrai que des fois t'es en mode, tu te dis, oh c'est aux États-Unis, c'est loin, c'est machin, donc t'as un peu de détachement. Je sais pas si vous ça vous le fait. D'ailleurs, comment? C'est une bonne question, tiens. Comment vous ressentez les threads? Qu'est-ce que ça vous fait? Qu'est-ce que, je sais pas, ça vous fait peur? Vous pensez que ça peut arriver en France ou des choses comme ça, où vous habitez, hein, parce que je sais que vous êtes beaucoup au Canada aussi. Voilà, je sais pas comment vous vivez les threads, qu'est-ce que ça vous fait quoi. Voilà, bref. Allez, on passe au prochain thread. Alors voilà, c'est l'histoire de Laura, une Canadienne qui avait 12 ans en 2011. Elle vivait dans une grande maison, dans un quartier où il y avait que des grosses baraques avec des jardins. Elle avait suivi un cours de babysitting et s'occupait souvent des 3 enfants de la meilleure amie de sa mère, qu'on va appeler Chloé. Un jour, elle se rend chez Chloé dans l'après-midi, comme d'habitude. En général, elle devait y aller tous les jours vers 18 h. Et elle gardait les petits jusqu'à 20 h parce qu'elle avait école le lendemain. Alors oui, elle est très jeune et du coup, elle-même fait du babysitting. Ce jour-là, quand elle arrive, les enfants sont déjà couchés, épuisés après une grande journée à la plage. Chloé lui explique les consignes habituelles et part. Laura commence à se sentir un peu mal à l'aise, mais elle y prête pas trop attention. Elle s'installe sur le canapé pour regarder la télé, et elle commence à s'assoupir. D'un coup, un gros bruit de chien la réveille en sursaut. Elle sursaute, se lève et va vers la fenêtre qui donne sur le jardin. Là, elle a le sang glacé. Il y a un gros chien, super furieux, avec un homme habillé en noir. Elle panique, décide de verrouiller toutes les portes et fenêtres de la maison. Puis elle court se réfugier près des enfants pour les protéger. 10 minutes passent, mais pour elle, ça dure une éternité. Et là, elle entend de nouveau le chien, comme s'il était déjà dans la maison. Son corps se fige, elle veut pas réveiller les enfants, qui ont entre 2 et 5 ans. Surtout, pour ne pas les effrayer en fait. Les aboiements deviennent de plus en plus forts, alors elle prend son téléphone et appelle la police. Et elle leur explique toute cette situation. Ils lui disent qu'ils vont arriver aussi vite que possible. Soudain, tout redevient silencieux. Laura ose entrouvrir la porte pour jeter un coup d'œil. Elle voit l'homme assis dans le salon, mais il n'a plus le chien avec lui. L'homme commence à monter les escaliers, sûrement pour la chercher, sans se douter qu'il y a des enfants. Elle sort discrètement de la chambre, se faufile vers la cuisine et prend un couteau pour se défendre. En passant devant l'escalier, elle aperçoit le chien, pendu là, avec du sang qui goutte doucement, comme de petites gouttes d'eau. Elle essaye de faire le moindre bruit possible et retourne vite dans la chambre des petits, avec le couteau. Elle entend l'homme redescendre en frappant fort, comme s'il voulait casser les marches. Il se dirige vers la chambre où elle s'est cachée avec les enfants. Ils dorment encore et elle sait qu'elle doit les protéger coûte que coûte. De loin, elle commence à entendre les sirènes de police, ce qui la rassure un peu. Mais l'homme continue de donner des coups de pied dans la porte qu'elle a fermée à clé. Laura se place devant la porte, couteau en main, et chuchote aux enfants de rester silencieux. Ils se réveillent en pleurant et ça lui fait mal au cœur, mais elle reste calme. D'un coup, il n'y a plus aucun bruit. La police arrive et force la porte d'entrée. Et sur le coup de la panique, elle pense que c'est encore l'homme. Elle lance le couteau et touche la main d'un policier. Elle s'excuse 1000 fois et heureusement, il est compréhensif. Il comprend qu'elle a réagi sous la peur. Finalement, ils ont attrapé l'homme. Plus tard, elle apprend que le type avait déjà été arrêté pour des trucs louches avec des mineurs et de la violence sur les animaux. Elle réalise qu'il aurait pu faire du mal aux enfants si la police n'était pas arrivée à temps. Elle n'a jamais autant pleuré de sa vie. Et quelques mois plus tard, Laura et sa mère déménagent, puisqu'elle ne veut jamais revivre un truc pareil, surtout pas à 12 ans. Et toi, qu'est-ce que tu aurais fait à sa place? Voilà, c'est comme ça que se termine ce petit thread, comparé à l'autre forcément il est petit. Petit thread mais très cool parce qu'en fait, elle est petite quoi, elle a 12 ans et je trouve qu'elle a hyper bien réagi. Protéger les enfants, bravo, elle s'est pas mise en danger, elle a pas fait la fifou, je peux le défoncer, salut. Parce que des fois j'ai des threads où, quand je lis des threads, je suis en mode, comment ça, t'es venu Bon, je sais, beaucoup, des fois, il y a des choses sur Reddit qui sont un peu inventées. Des fois, moi, j'ai pris le couteau, j'ai tué le mec, quasiment. Ok, vas-y. Allez, on passe au 3e thread d'horreur.
C'était pendant les vacances d'été et cette année-là, la famille de Jade n'est pas partie en voyage, ce qui était rare. Elle n'a que 8 ans et sa petite sœur en a 3. Comme d'habitude, elle joue avec d'autres enfants qui vivent dans le même immeuble, juste à des étages différents. Mais ce n'est pas un immeuble classique, plutôt une grande maison à plusieurs étages avec un portail un peu plus loin, qui fait office d'entrée et de sortie unique. Du coup, quand ils jouent en bas, ils peuvent voir chaque personne qui entre ou sort de l'immeuble. Et comme ils connaissent tous les locataires et leurs familles, ils disent bonjour à tout le monde. Voir des nouvelles têtes, c'est rare, mais pas impossible non plus. Près du grand portail, il y a une vieille petite fenêtre avec une grille. Mais en bas, il y a une petite ouverture. Ce jour-là, ils jouent tous ensemble comme d'habitude. Mais Jade commence à être fatiguée. Alors, elle s'assoit sur une chaise qui se trouve dans un coin ressemblant à un petit porche. De là, elle voit la fenêtre sur sa droite et le portail tout en face. Elle regarde dehors sans vraiment y penser, jusqu'à ce qu'elle remarque un type près du portail, en train de les observer. Ce type fixe sa sœur et ses copains, sans même essayer de détourner le regard. Il a un air vide qui met Jade super mal à l'aise. Elle se retourne pour faire signe à son ami de changer de place, pour ne plus être dans le champ de vision de ce gars. Mais son ami ne comprend pas. Frustrée, Jade s'apprête à se lever pour lui expliquer. Mais elle croise à nouveau le regard du type. Sauf que cette fois, c'est elle qui le fixe. Elle se fige, un frisson de peur la parcourt. Elle n'arrive plus à bouger. Elle ne sait pas pourquoi, elle reste là à le regarder. Et là, il commence à sourire. Un grand sourire inquiétant, d'une oreille à l'autre. Elle est tétanisée, mais elle finit par rassembler son courage et court rejoindre ses amis. Elle leur dit de la suivre à l'intérieur, sans donner d'explications. Et heureusement, ils la suivent sans poser de questions. Elle ne raconte rien à ses parents parce qu'elle sait qu'ils l'empêcheraient de redescendre jouer. Le lendemain, Jade retourne jouer avec les autres. Elle vérifie discrètement la fenêtre pour s'assurer que le type n'est pas là. Rien en vue, du moins c'est ce qu'elle pense. 15 minutes plus tard, elle le voit à nouveau. Il est là, au même endroit, en train de les fixer. De la fixer elle. Jade essaye de l'ignorer, de continuer à jouer comme si de rien n'était. Mais la peur finit par prendre le dessus. Elle décide de rentrer à nouveau avec ses amis. Ça continue comme ça pendant 3 ou 4 jours. Et ses amis commencent à se plaindre parce qu'elle les fait toujours rentrer plus tôt. Le 5e jour ou le 4e, elle se rappelle plus exactement. Jade prend sur elle et décide de l'ignorer pour de bon, de juste se concentrer sur le jeu. Ce soir-là, il joue au cricket et Jade est au bâton. Elle frappe la balle de toutes ses forces et elle passe par-dessus le portail. Classique dans leurs règles de jeu, le lanceur doit aller chercher la balle. Sauf que là, son cœur se met à battre à toute allure parce qu'elle voit le type, avec ce sourire qui s'élargit encore plus, devenant carrément effrayant. Il va récupérer la balle sur la route et la tient dans sa main, lui faisant signe de venir la chercher. Jade est morte de peur, mais elle doit y aller. Alors elle avance vers lui. Quand elle s'approche, elle tend la main pour récupérer la balle. Il se penche vers elle et lui murmure quelque chose à l'oreille. Ces mots résonnent encore dans sa tête, même aujourd'hui. Je suis un homme bon. Regarde par la fenêtre en rentrant. Je te laisserai quelque chose. Ça l'a glacée. Elle attrape la balle et se met à courir aussi vite qu'elle peut. Plus tard, alors qu'elle s'apprête à rentrer, elle le voit glisser un papier par la petite ouverture de la fenêtre. Il la regarde encore, lui sourit et lui fit signe au revoir. Elle récupère le papier et l'ouvre. Il a écrit son numéro de téléphone en lui demandant de l'appeler à 2h de l'après-midi, en précisant qu'il sait que ses parents dorment à cette heure-là. Il ajoute que si elle ne le fait pas, il s'en prendra à ses amis. À 8 ans, Jade ne sait pas trop quoi faire, alors elle appelle le type avec le téléphone de sa mère. Il décroche et elle n'a pas le courage de parler. Elle reste silencieuse. Il dit alors « T'es une bonne fille, comme moi. Tu devrais venir vivre avec moi. Viens dehors, je t'attends pour venir te chercher. » Comme elle habite à l'étage, elle va sur le balcon et là elle le voit, debout, près de la porte, en train de le regarder, droit dans les yeux, lui faisant signe de la main, avec ce même sourire effrayant. Elle ne tient plus, elle éclate en sanglots et raccroche aussitôt. Elle court se réfugier dans sa chambre où elle continue de pleurer sans s'arrêter. Heureusement, sa mère ne se réveille pas et elle peut laisser sortir toute sa peur. Elle reste cloîtrée pendant plusieurs semaines. Tout le monde lui demande ce qui ne va pas, mais elle n'en parle à personne. Le type finit par arrêter de venir, même si elle ne se souvient pas du jour exact. Elle est juste soulagée que ce cauchemar soit fini. Finalement, cette histoire s'efface petit à petit et elle grandit. 10 ans plus tard, Jade a maintenant 18 ans. Un jour, sa mère lui demande d'aller acheter des petits snacks. Elle amène sa petite sœur avec elle et elle sort. Le magasin est au bout de la route, à quelques maisons de chez elle, donc c'est rapide. Elle est dans la file d'attente quand elle commence à se sentir mal à l'aise. Un homme derrière elle n'arrête pas de la coller. Agacée, elle se retourne pour lui dire d'arrêter. Et là, elle réalise que c'est lui. Son visage devient pâle. Son cœur bat tellement fort qu'elle le sent dans sa gorge. Elle essaye de rester calme en se disant qu'il ne pourra rien faire ici, avec tous ces gens autour.
Mais dès que sa commande est prête, elle se dépêche de payer. Mais il l'intercepte pour sortir son argent en premier. Le propriétaire du magasin, qui connaît bien Jade, remarque ce comportement étrange. Il jette un coup d'œil à l'homme, puis à Jade, comme pour vérifier si tout est ok. Elle finit par payer quand même et le propriétaire demande poliment au type de récupérer son argent. Jade donne ensuite le sac à sa petite sœur et lui dit de rentrer directement pour prévenir leur mère qu'un homme les suit. Comme ça, si ça tourne mal, elle pourra au moins avoir du soutien. Et sa sœur, elle, sera en sécurité. De l'endroit où elle est, elle peut voir la maison. Alors, elle attend que sa sœur soit bien rentrée. Une fois que c'est fait, elle commence son propre chemin pour rentrer. Dès qu'elle sort, le type la suit et lui dit quelque chose comme « Tu es devenue une belle femme maintenant. On devrait se retrouver et rattraper le temps perdu. » Encore une fois, c'est à peu près ce qu'elle se rappelle. Mais ça fait froid dans le dos. Jade essaye de ne pas y prêter attention et continue de marcher. Mais une fois qu'ils sont loin du magasin, il accélère le pas et elle doit marcher plus vite elle aussi, sans la chair de poule lui monter partout. Elle finit par courir et elle entend qu'il essaye de la rattraper. Heureusement, le propriétaire du magasin l'appelle soudain en criant, en lui disant qu'il a oublié une partie de son argent au comptoir. Ça lui donne juste assez de temps pour rentrer chez elle et elle verrouille le portail. Elle ne l'a pas revu depuis ce jour-là et ça fait maintenant 2 ans. Elle a 20 ans aujourd'hui et elle espère ne plus jamais le revoir. Mais elle n'arrive pas à se débarrasser de cette paranoïa, cette peur qu'il réapparaisse un jour, peut-être quand elle aura 28 ans. Après cet épisode, Jade raconte tout à sa mère. Comme son père vit dans une autre ville pour le travail, elle préfère ne rien lui dire, pour ne pas l'inquiéter et risquer que ça affecte son boulot. Son oncle, un policier local qu'ils connaissent bien et en qui ils ont confiance, essaye de retrouver ce type. Mais il ne trouve rien, c'est comme s'il s'était évaporé. Jade et sa mère demandent aussi au propriétaire du magasin s'il a des nouvelles du type. Il leur raconte que l'homme est revenu pour récupérer son argent, puis il est parti, sans dire un mot. Personne n'a vraiment fait attention à ce type, alors ils n'ont rien trouvé. Jade, elle, va à l'université en transport en commun, donc elle doit marcher environ 1 km pour atteindre l'arrêt de bus. Maintenant, elle prend l'autre chemin, celui qui est en face de la route du magasin. C'est un peu plus long, mais au moins, elle se sent plus tranquille. Depuis cet incident, elle n'a plus revu ce type, ni ressenti quelque chose d'effrayant. C'est un soulagement, mais elle reste un peu parano chaque fois qu'elle sort. Elle garde toujours du gaz lacrymogène et un porte-clés pointu sur elle au cas où. Quant à déménager, ils n'ont pas les moyens pour l'instant. Peut-être après qu'elle aura terminé ses études, dans 3 ans encore. Derrière les joies du vide dressing sur Vinted se cachent parfois des expériences désagréables. Des vendeurs se font harceler ou carrément menacés par des acheteurs insatisfaits. D'ailleurs, Narcissa est assise sur son canapé, le téléphone entre les mains, tapotant avec excitation sur son écran. Elle vient de découvrir Vinted, cette appli où tout le monde vend ses fringues d'occasion. Ses amis lui en ont parlé et elle se dit que c'est une bonne idée pour vider un peu son placard. Ça fait des semaines qu'elle pense à s'en débarrasser, mais elle n'a jamais vraiment pris le temps. Aujourd'hui, elle est décidée. Elle ouvre son armoire et tombe sur ce vieux bikini qu'elle n'a jamais porté. Il est encore tout neuf, mais à peine à sa taille maintenant. Autant faire profiter quelqu'un, pense-t-elle en le dépliant et en l'observant un instant. Il est joli, d'un bleu vif avec des motifs tropicaux. Parfait pour la plage ou la piscine. Un brin nostalgique, elle se dit qu'il méritera mieux que de moisir au fond de son placard. Elle prend son téléphone, dispose le bikini sur son lit et prend quelques photos sous différents angles. Une fois les clichés dans la boîte, elle poste l'annonce sur Vinted. Bikini jamais porté, parfait état, taille 38. Un petit sourire de satisfaction s'étire sur ses lèvres. Elle se sent presque professionnelle dans sa démarche. La soirée passe tranquillement et Narcissa oublie un peu son annonce, plongée dans un film italien sur Netflix. Elle n'a pas l'habitude de vendre en ligne et ne s'attendait pas vraiment à avoir une réponse immédiate. Mais après une demi-heure à peine, son téléphone vibre sur la table basse. Un message, elle le prend intriguée. « Salut, le bikini est toujours dispo ?» C'est rapide, elle lit le pseudo du gars, Paolo33. L'avatar, c'est une silhouette basique sans photo de profil. Elle hausse les épaules, pas trop surprise et répond « Ouais, il est encore dispo, tu es intéressé ?» La réponse arrive presque immédiatement. « Ouais, je le prends, il a l'air parfait. Tu peux m'envoyer d'autres photos, plus de détails sur le tissu et tout ?» Un léger froncement de sourcils se dessine sur le visage de Narcissa. D'autres photos? C'est un peu étrange, non? Elle vient de poster tout ce qu'il y a à savoir. Mais elle se dit que c'est peut-être une personne pointilleuse, quelqu'un qui veut être sûr de la qualité avant de passer à l'achat. Après tout, elle est nouvelle sur la plateforme. Peut-être que c'est normal. Elle prend donc 2 ou 3 nouvelles photos plus proches des coutures et du tissu et elle les lui envoie. Quelques minutes plus tard, un nouveau message s'affiche sur son écran. Super, merci. Peux-tu m'envoyer plus de photos du bikini? Genre le porter? Narcissa, un peu naïve, se dit que c'est peut-être normal.
Après tout, c'est sa première vente, elle ne sait pas trop comment ça marche. Alors elle prend des photos d'elle avec le bikini et les envoie. Après ça, Narcissa fronce les sourcils, elle est perplexe. C'est un bikini pour femme, il y a sûrement eu un malentendu, non? Elle tape alors rapidement sur son clavier. Juste pour être sûr, tu sais que c'est un maillot pour femme? La réponse de Paolo la surprend. Ouais, t'inquiète, ça ira très bien, j'ai déjà ce qu'il faut. Elle laisse échapper un petit rire nerveux, peut-être qu'il l'achète pour quelqu'un d'autre. C'est bizarre mais pas impossible. Narcissa hausse les épaules, se disant qu'après tout, c'est pas son problème. Elle lui envoie les détails de l'expédition sans prêter plus attention à la conversation. Le maillot est prêt à partir et elle a hâte de voir ses premiers gains arriver sur son compte. Quelques jours plus tard, elle envoie le colis, contente de voir que tout s'est bien passé. Elle vérifie rapidement l'adresse de l'acheteur, il habite dans une ville pas si loin de chez elle. Elle sourit en postant le paquet et en validant l'expédition sur l'appli. C'est fait, se dit-elle, premier article vendu. Elle se sent presque fière d'avoir réussi. Ce soir-là, elle se détend à nouveau, contente de sa journée. Elle n'a pas l'habitude de vendre en ligne et pour une première fois, ça s'est bien passé. Pas de soucis, juste un acheteur un peu bizarre, mais qui n'est pas bizarre sur internet de nos jours. Elle se couche avec un sourire tranquille, sans savoir que ce bikini allait bouleverser sa vie. Quelques jours après avoir envoyé le bikini, Narcissa est toujours sur son petit nuage. Elle se sent fière d'avoir fait sa première vente sur Vinted. Les choses auraient pu s'arrêter là, mais c'est à ce moment-là que tout commence à déraper. Un matin, en rentrant chez elle, après avoir fait quelques courses, elle trouve une lettre sans nom d'expéditeur dans sa boîte aux lettres. Elle fronce les sourcils. Qui envoie encore des lettres de nos jours? Surtout sans adresse de retour. Intriguée, elle l'ouvre en montant les escaliers de son immeuble. Et là, son sang se glace. À l'intérieur, une photo. C'est pas n'importe quelle photo, c'est le bikini qu'elle a vendu. Mais il n'est plus sur elle, il est sur une poupée gonflable. Elle lâche la lettre en tremblant, puisqu'avec cette photo, il y a un message. Tu m'obsèdes, j'arrive bientôt. Narcissa sent la panique monter, c'est quoi ce délire? Elle se rappelle de Paolo, de ses demandes bizarres, et se demande si ça pourrait être lui. Mais comment aurait-il pu avoir son adresse? Puis elle réalise l'évidence. Elle n'a pas bien caché ses informations personnelles quand elle a fait l'envoi. L'adresse était sur le colis. Elle essaye de se calmer, mais l'angoisse est déjà bien là, installée. Elle décide d'aller sur Vinted et de signaler le profil de Paolo33. C'est la seule chose logique à faire. Elle leur explique la situation, leur parle des messages bizarres et de la lettre. Mais la réponse qu'elle reçoit est froide, impersonnelle. Nous avons bien reçu votre réclamation et allons l'examiner. C'est tout? Elle se sent complètement ignorée. Elle commence à se demander si elle a exagéré. Peut-être que ce n'est rien, juste un mec un peu bizarre qui veut lui faire peur pour rigoler. Mais non, ce message, cette photo, c'est trop. Ça peut pas être juste une blague. Les jours passent et Narcissa reste sur ses gardes. Elle regarde toujours derrière elle quand elle sort. Elle fait attention à tout, mais elle essaye de rester rationnelle un minimum. Ce n'est sûrement rien de grave, non? Sauf que, ça s'arrête pas là. Quelques jours plus tard, alors qu'elle se prépare à sortir, son téléphone vibre. Elle a un nouveau message. Elle regarde l'expéditeur, c'est un numéro inconnu. Elle ouvre le message, les mains moites. Le message est court mais glaçant. Chaque soir, je pense à toi. Bientôt, on sera ensemble. Son cœur fait un bond dans sa poitrine. Là, c'est trop. Elle commence à vraiment paniquer. Ce mec sait où elle habite. Il lui envoie des messages flippants et personne ne semble vouloir l'aider. C'est comme si elle était coincée dans un cauchemar et elle n'a aucune idée de ce qu'elle doit faire. Elle essaye de joindre à nouveau le service client de Vinted, mais là encore, elle n'obtient que des réponses automatiques. Aucune aide réelle. Elle se sent de plus en plus seule face à ce problème. Il faut qu'elle parle à quelqu'un. Elle décide d'appeler une amie, mais celle-ci essaie de la rassurer. Ah, ne t'inquiète pas, c'est sûrement rien. Juste un mec qui s'amuse à te faire flipper. Bloque son numéro et ça s'arrêtera. Narcissa essaye de suivre son conseil, mais une partie d'elle sait que ce n'est pas aussi simple. Ce mec, Paolo, il va pas s'arrêter là. Elle le sent. Les jours passent et la vie de Narcissa devient un enchaînement de moments anxieux. Chaque fois qu'elle reçoit un message de Paolo, elle sent une boule d'angoisse se former dans son estomac. Les messages deviennent de plus en plus personnels et effrayants. Ce n'est plus simplement un acheteur bizarre, c'est un harceleur qui semble vouloir lui faire du mal. Narcissa est en train de ranger son appartement lorsqu'elle reçoit un autre message d'un inconnu. Mais bon, elle se doute que c'est Paolo. C'est une nouvelle photo, cette fois-ci encore plus dérangeante que les précédentes. La poupée gonflable est maintenant posée sur une chaise, vêtue du bikini qu'elle lui a vendu dans une position franchement perturbante. Le message qui accompagne la photo est court mais terrifiant. Je t'attends. Narcissa fronce les sourcils, les mains tremblantes en tenant le téléphone. Le froid qui lui parcourt le dos est glacé.
Cette photo est encore plus perturbante que la précédente, et elle ne peut plus ignorer que Paolo est une menace réelle. Elle essaye de reprendre son calme et se rend compte qu'elle doit aller porter plainte à la police. Elle se rend au poste de police le plus proche. L'agent derrière le comptoir l'écoute à peine, levant à peine les yeux de son écran. « Vous avez reçu des messages menaçants, vous dites ?» demande-t-il sans grand enthousiasme. Elle hoche la tête, sort les copies des messages et de la photo, et elle les lui tend. Il les regarde brièvement et soupire. « Ah ouais, je vois. C'est probablement un mauvais plaisantin ou un acheteur mécontent. Nous allons noter votre plainte, mais ce genre de choses prend du temps. Vous devez rester prudente, mais je peux pas vous garantir que nous pourrons faire grand chose immédiatement. » Narcissa, elle est abasourdie. Comment peuvent-ils ne prendre pas ça au sérieux? Elle essaye d'expliquer encore une fois, mais l'agent semble déjà désintéressé. Il lui conseille de bloquer le numéro de Paolo et de rester vigilante. Elle quitte le poste de police en se sentant complètement abandonnée. La frustration et la peur se mélangent. Elle se sent comme si elle était livrée à elle-même, sans personne pour l'aider à gérer cette situation. La nuit tombe et la peur s'intensifie. Chaque bruit dans son appartement la fait sursauter. Elle se retourne à chaque son, scrute les ombres. La paranoïa s'installe. Elle hésite à sortir, même pour des choses simples comme aller chercher du pain. Elle a l'impression d'être constamment observée. Quelques jours plus tard, alors qu'elle rentre d'une course rapide, son téléphone vibre. Un nouveau message d'un numéro inconnu. Encore une fois, sûrement Paolo. Elle ouvre le message avec une appréhension croissante. La pièce jointe est une nouvelle version de la poupée gonflable. Alors attention, cette fois, la poupée gonflable ne porte plus le bas. Et excusez-moi, comment vous dire qu'il y a une substance inconnue vers les jambes? Elle ne nous dit pas quoi, mais bon, on n'est pas né de la dernière pluie. Et en plus de ça, il y a une note. J'ai tout préparé, la rencontre sera parfaite. Narcissa sent sa respiration se couper. La situation est devenue insupportable. Elle n'a jamais eu aussi peur de sa vie. Le fait que Paolo puisse avoir des photos aussi dérangeantes et personnellement menaçantes la pousse à une nouvelle dimension de terreur. Elle essaye encore une fois de contacter le service client de Vinted et de signaler la situation. Mais leur réponse reste vague et inutile. Elle commence à perdre espoir quant à la possibilité d'obtenir une aide réelle. Narcissa est maintenant dans un état de stress constant, n'osant presque plus sortir seule, et se demandant si elle devra vivre ainsi en attendant que tout cela se termine. Le sentiment de vulnérabilité est total, et la menace de Paolo semble chaque jour plus proche. Les jours passent en un tourbillon de terreur et d'angoisse pour Narcissa. Elle a cessé de sortir seule et même ses amis commencent à se montrer inquiets pour elle. Mais malgré leurs tentatives pour la rassurer, elle se sent de plus en plus isolée. La menace que représente Paolo 33 devient une obsession quotidienne et elle est convaincue que quelque chose de terrible va arriver. Un soir, elle rentre chez elle plus tard que d'habitude après une visite chez une amie. Le ciel est sombre et les rues sont presque désertes. Elle marche rapidement, la tête baissée, essayant d'ignorer les bruits environnants. Mais soudain, elle remarque un homme qui la suit à distance. Son cœur s'emballe, elle accélère le pas, espérant que cet inconnu la laissera tranquille. L'homme, cependant, semble déterminé à la suivre. Narcissa se met à courir, son souffle court. Le bruit de ses pas résonnant dans les rues silencieuses. Elle jette un coup d'œil derrière elle et voit que l'homme est toujours là. Il ne la lâche pas. Sa panique augmente à mesure qu'elle se rapproche de son immeuble. Quand elle arrive enfin à l'entrée de son bâtiment, elle cafouille un petit peu avec les clés et elle perd un temps horrible. Ce qui fait que malheureusement, l'homme arrive à la rattraper. Son cœur bat si fort qu'elle craint qu'il ne sorte de sa poitrine. Elle se retourne, haletante, pour faire face à son poursuivant. Il porte un long manteau trench coat, ce qui le rend encore plus menaçant dans l'obscurité. L'homme s'arrête à quelques mètres d'elle et ouvre soudainement son manteau en grand. Narcissa reste paralysée par la peur. Ce qu'elle voit la fait presque crier. L'homme est là, en plein milieu de la rue, portant le bikini qu'elle a vendu. Il semble presque grotesque dans cette tenue. Bien évidemment, il est trop petit pour lui. Et ce qui devait arriver, arriva. Il y a des choses qui dépassent. Mais le fait qu'il ait le bikini sur lui rend tout ça encore plus terrifiant. « Ça, c'est pour toi bébé », dit-il d'une voix glaciale. « J'ai préparé ce moment juste pour nous deux. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses. » Narcissa ne trouve pas les mots. Sa gorge est serrée par la peur. Elle est complètement pétrifiée, incapable de bouger ou de crier. Elle tente de comprendre comment réagir. Ses pensées sont en désordre et elle a l'impression que tout est devenu irréel. L'homme commence à avancer vers elle, ses intentions claires dans ses gestes et ses paroles. Narcissa, dans un ultime effort pour échapper à la situation, reprend ses esprits et tente de fuir. Elle court à l'intérieur du bâtiment, se précipitant vers les escaliers. L'homme la suit, mais elle réussit à atteindre son appartement et à verrouiller la porte juste à temps. Elle s'effondre contre la porte, haletante, le cœur battant à tout rompre. Les coups à la porte ne cessent pas immédiatement.
L'homme tape encore et encore, mais Narcissa est en sécurité à l'intérieur. Enfin, pour l'instant. Elle se rend compte qu'elle doit appeler la police et elle compose rapidement le numéro. Les minutes passent comme des heures alors qu'elle attend l'arrivée des autorités. Lorsque les policiers arrivent enfin, elle leur explique la situation en tremblant. Ils inspectent les environs et l'appartement, mais ne trouvent aucune trace de l'homme. Narcissa essaye de leur faire comprendre la gravité de la situation, mais ils semblent sceptiques et lui recommandent de rester prudente et de signaler tout autre incident immédiatement. Enfermée dans son appartement, elle se sent épuisée et désemparée. Elle ne sait plus quoi faire. La peur est maintenant une partie intégrante de sa vie quotidienne et elle se demande combien de temps elle devra vivre avec ce sentiment d'insécurité. Le cauchemar est devenu réel et elle se rend compte que la menace de Paolo n'est pas une question de messages inquiétants et de photos dérangeantes. C'est une véritable menace pour sa vie. Elle essaye de se détendre un petit peu, prend un bain, retourne sur le canapé, regarde une plateforme bien connue avec un pot de glace. Elle arrive enfin à se détendre un petit peu. Mais c'est là qu'elle peut entendre quelque chose. Ou plutôt quelqu'un. « Ouvre, je sais que tu es là. J'ai tout prévu pour nous. » Narcissa se déplace lentement et va voir à l'œilleton. Bien évidemment, elle l'avait reconnu à la voix, mais elle voulait être sûre que c'est bien lui. Et oui, c'est ce gars chelou. Alors Narcissa se recroqueville contre le mur, essayant de reprendre son souffle et de calmer son cœur battant. Elle réalise qu'elle doit agir rapidement. Elle se rend compte qu'elle ne peut plus rester enfermée dans son appartement. Elle doit essayer d'échapper à cette situation, ou au moins se défendre si Paolo force la porte. Elle décide d'aller prendre son téléphone portable et d'appeler la police à nouveau. Ils lui disent qu'ils vont revenir, mais que cela va prendre un certain temps. En attendant, les coups contre la porte se font de nouveau entendre, cette fois-ci de plus en plus fort. La porte tremble sous l'impact. La situation est devenue une véritable course contre la montre. En attendant l'arrivée de la police, elle commence à chercher des objets qu'elle pourrait utiliser pour se défendre. Elle prend un vase lourd et le garde près d'elle, prête à l'utiliser si nécessaire. Après ça, elle décide de réfléchir un petit peu plus et se dit que c'est peut-être pas la meilleure chose à prendre. Alors, elle va dans la cuisine et prend un couteau. Après ça, les coups se font de plus en plus forts et Narcissa n'a qu'une peur, c'est que la porte pète avant que la police n'arrive. Mais heureusement pour elle, elle peut entendre des voix qui se mettent à gueuler. Elle comprend assez vite que les policiers l'ont arrêtée. Quelque temps après, quelqu'un toque à sa porte. Elle regarde par l'œilleton et voit un officier de police. Celui-ci lui dit qu'effectivement, ils l'ont bien arrêté et que normalement, il ne devrait plus l'embêter. Cette fois-ci, l'un des policiers décide de bien tout noter ce que Narcissa lui dit. Et il prend même en photo les preuves qu'elle lui montre. Tout ça pour ajouter des preuves à son dossier. Après le départ des policiers, Narcissa est secouée. Mais elle est enfin en sécurité. Et elle nous dit que depuis cette attaque, eh bien, elle n'a plus de nouvelles de lui. Que ça soit par SMS ou bien les lettres ou bien même IRL. Voilà, c'est comme ça que se termine ce thread d'horreur. Bon bah que dire, hein, la meuf elle a vraiment pas de chance. Première expérience, première. Des fois c'est des trucs comme ça. Première fois que tu fais le truc, tu te dis bah non, mais l'autre il fait 5, ça fait 5000 ventes qu'il fait. Je sais, hein, il y a des gens des fois ils font des ventes. Bon, je parle pas forcément de trucs comme ça, mais des arnaques. Il y en a ils font 5000 ventes, aucune arnaque, rien. L'autre il fait une vente, problème. Et bah effectivement là on est là, une vente, problème. Et je le redis au cas où, c'est pas une sponsor, hein, clairement. Bref, allez, on va passer au prochain thread. Narcissa ne trouve pas la mot. La mot, déjà. L'histoire que je vais vous raconter n'est pas très longue ou quoi, mais je la trouve intéressante pour vous informer sur une pratique pas forcément connue. Et je veux vous mettre en garde. Du coup, cette histoire, c'est celle de Keisha, une Australienne de 36 ans, et oui, c'est une Australienne pour une fois, et pas une Américaine, qui décide de faire un voyage seule comme elle a l'habitude de le faire. Voilà, elle a fait pas mal de pays déjà, comme le Pérou pour aller voir le Machu Picchu ou le lac Titicaca. Ouais, je sais, c'est marrant, haha, Titicaca. Hein, on se marre bien. Bref, pour vous dire, elle connaît bien les sites un peu mainstream si je puis dire. Mais bon, c'est bien, c'est normal. Pour ajouter à sa liste déjà pas mal de choses, elle a déjà fait les États-Unis avec New York, l'Angleterre avec Londres et elle a été visiter le Brésil pour visiter la forêt amazonienne. Bon, tu vois le genre de femme, elle aime bien l'aventure. Voilà, maintenant, nouvelle destination pour Keisha et cette fois, elle a décidé de visiter l'Égypte. Et bien évidemment, comme il se doit, elle va aller voir les pyramides de Gizeh. On revient un peu en arrière et Keisha prend son vol à Melbourne en Australie pour débarquer à l'aéroport du Caire. Alors accrochez-vous, durée du vol 20 heures. Bon, voilà. Ouais, je sais, c'est long et elle commence à avoir l'habitude des longs voyages. Elle arrive enfin en Égypte, prend un taxi pour se rendre en centre-ville et se repose un peu. Parce que bon, le jet lag, elle l'avait prévu.
Le lendemain, elle fait des activités qu'on va skipper un peu et on va passer au surlendemain de son arrivée. Elle doit se rendre aux fameuses pyramides qui sont pas si loin du Caire au sud-ouest. Elle nous dit que c'est pas si long, c'est une trentaine de minutes en carême. De ce que j'ai compris, c'est la version Uber au Moyen-Orient. Elle arrive sur place et c'est vraiment à couper le souffle. Une dinguerie sans nom et je veux bien la croire. Elle fait tout ce qu'elle doit faire et elle a décidé de faire tout son trajet à pied. Bon, c'est immense en vrai, et sur la route, à chaque fois, elle se fait interpeller pour savoir si elle veut faire un tour en chameau ou quoi. Elle dit non, et ils sont pas mal à lui demander si elle veut faire un tour ou quoi. Mais non, elle ne veut pas. Après, elle comprend parfaitement que le tourisme aide beaucoup à l'économie, donc c'est donnant-donnant. À un moment, elle rentre même dans une des pyramides, c'est celle de Képhren. Et c'est pas du tout comme elle le pensait. L'intérieur, c'est hyper étroit. Elle a dû prendre un chemin penché, il fait chaud de fou, et il y a une odeur un petit peu spéciale. Et déjà, c'était pas comme elle le pensait, pas hyper agréable. Et quand elle sort de la pyramide, eh bien elle se fait accoster par un homme. Il lui parle dans un anglais approximatif et il lui dit tiens, cadeau, cadeau. Et il lui tend un t-shirt, mais Keisha, elle en veut pas forcément. Elle veut juste sortir de là, elle a chaud. Elle veut prendre une bouteille dans son sac pour se désaltérer. Elle essaye de prendre son sac et tout, mais le gars, il force de fou. Allez, allez, cadeau, c'est pour toi ma jolie. Keisha lui dit non, merci, j'en veux pas, sérieusement. Mais le gars déplie le t-shirt et lui montre que c'est un t-shirt avec écrit I love Egypt et on voit un logo des pyramides. Bon voilà, rien de fou, mais elle en veut pas. Si elle veut prendre un souvenir, elle va se l'acheter à la boutique de souvenirs ou prochainement au musée qu'elle compte faire en centre-ville. Elle arrive à prendre sa bouteille et boit, sauf que le gars va lui enlever sa bouteille et lui dit tiens, vas-y cadeau. Keisha, ça la gaffe de fou et elle se dit vas-y, donne un truc là, tu me saoules. Il lui tend le t-shirt et là, il lui fait donne. Elle le regarde et lui dit comment ça je donne? Et lui dit que, en gros, maintenant que je t'ai donné ça, toi tu dois me donner de l'argent. Elle lève les yeux au ciel et se dit bon ok, c'était trop beau pour être vrai, je vais lui donner un petit billet et voilà, ça va le calmer. Elle sort son portefeuille et lui donne l'équivalent de 10 $ à peu près. Donc autant que l'entrée ça lui a coûté pour les pyramides et tout. Donc ça va, c'est honnête quand même. Mais le gars il la remercie pas du tout et lui dit plus. Elle commence à refermer son porte-monnaie mais là il se met à essayer de lui prendre des mains. Et elle dit bon ça y est je t'ai donné assez, tu peux reprendre ton t-shirt si tu veux, ça y est c'est cadeau, je te le redonne si tu veux. Mais il continue à essayer de lui extirper son porte-monnaie. Alors elle lui file encore l'équivalent de 10 $. Et voilà. Elle se dit allez ça y est c'est bon, il devrait se calmer pour de bon là. Et de ce que j'ai pu trouver, le salaire égyptien en moyenne est de 127 € par mois. Alors voilà, en une seule journée il a fait 20 $, c'est quand même pas mal. Mais non, il continue de lui dire plus encore, donne. Et là, ça y est, Keisha, elle en a marre de ce gars. Et elle le repousse un petit peu violemment, quoi. Elle essaye de mettre de la distance entre elle et lui. Et là, elle voit directement que son regard change. Et elle sent que là, c'est plus de l'avarice dans son regard, mais de la malveillance directe. Il la menace et lui dit qu'elle a acheté un t-shirt qui vaut à peu près 200 $ et qu'elle lui doit encore de l'argent. Elle le regarde en s'énervant et elle se met à crier non mais tu te fous de ma gueule, il vaut même pas 5 € ton truc. Il se met alors à la prendre par la gorge et elle cherche pas à comprendre. Elle va se rapprocher de lui et elle va lui mordre le bras direct. Mais elle mord comme si sa vie en dépendait, ce qui est un petit peu le cas en vrai. Alors il va lâcher sa prise et va de son autre main lui mettre une énorme claque en jurant dans sa langue. Elle se jette alors sur lui en furie et elle sent que quelqu'un se met entre eux et les sépare. Elle regarde qui est l'homme qui les sépare et elle comprend à son comportement que ce n'est pas quelqu'un de mauvais. Elle explique alors en anglais à cet homme que ce gars l'a attaqué. Il lui dit qu'il comprend et que oui, il l'a vu la prendre par la gorge. Il va alors se mettre à parler en arabe à l'agresseur et celui-ci va se mettre à courir. Keisha commence à redescendre en vrai et elle fait retomber la pression. Elle lui explique toute la situation vu qu'elle a encore le t-shirt en main. Et le gars qui s'est avéré être un guide touristique lui explique que oui, c'est une pratique courante de faire genre que c'est un cadeau pour avoir un peu d'argent en retour. Mais généralement, ça va pas jusque là. Keisha le remercie pour son aide et ça conclut clairement sa visite des pyramides. Elle rentre à son hôtel et cette histoire se clôt là. Mais elle rajoute juste un petit truc en disant que sa mauvaise expérience là-bas ne reflète en rien toute l'expérience qu'elle a vécue en Égypte. Elle nous dit que c'est un très beau pays et que 99% des gens sont bienveillants, comme dans beaucoup de pays. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle d'un couple américain. Mais bon, on va surtout parler de la femme, et tu verras ça tranquillement. Ils ont décidé de passer une belle petite journée au lac. Bref, il est midi quand ils arrivent enfin à ce lac. Le soleil tape fort, l'air est chaud, mais c'est exactement ce qu'ils voulaient pour cette journée. Marie est au volant, lunettes de soleil sur le nez, la musique à fond dans la voiture. À côté d'elle, Alex regarde le paysage défiler, tranquille. Ils ont réussi à emprunter les 2 kayaks des parents d'Alex et ils comptent bien en profiter. Bon, le lac, c'est pas un endroit très touristique.
c'est un coin tranquille, planqué au centre d'une petite ville où il ne se passe jamais rien. Sur place, il y a un quai pour mettre les bateaux à l'eau et un coin où les gens peuvent se baigner. Mais c'est pas non plus une dinguerie. Il y a des familles avec des enfants, quelques ados qui bronzent, bref, une ambiance calme et détendue. Marie se gare près de la rampe de mise à l'eau, moteur coupé. Elle soupire de contentement en voyant l'eau scintiller au loin. Alex lui lance un sourire en coin. Bon, on les sort ces kayaks ou tu comptes bronzer toute la journée? Marie rigole et sort de la voiture, déjà excitée à l'idée de pagayer sous ce soleil de plomb. Alex descend aussi, ouvre le coffre et sort les kayaks pendant que Marie le regarde, les mains sur les hanches. Elle est en short et en t-shirt, mais elle sait qu'elle va devoir enlever tout ça avant de monter dans le kayak. T'as vu comme y a pas un nuage? On a trop de la chance, dit-elle en levant les yeux au ciel. Ouais, je sens qu'on va griller en moins de 2, répond Alex en posant le premier kayak sur le sol. Ah, je suis sûr que je vais ressembler à une écrevisse à la fin de la journée. Il rigole encore un peu avant de s'activer. Alex installe les kayaks près de l'eau pendant que Marie se prépare à garer vraiment la voiture. Elle enlève son short et son t-shirt, les balance sur le siège arrière et jette un coup d'œil rapide dans le rétroviseur. Son bikini est peut-être un peu trop révélateur pour un coin aussi familial. Mais bon, elle s'en fout. Il fait chaud, elle n'a pas envie de trimballer des vêtements trempés dans le kayak. Elle regarde Alex déjà en train de faire flotter les kayaks sur le rivage et il lui fait signe de la main. Je vais garer la voiture, je reviens. Alex lui répond d'un geste vague sans même lever les yeux. Il est concentré sur les kayaks, vérifiant que tout est bien en place. Marie marche jusqu'au parking en prenant le temps d'apprécier la chaleur sur sa peau. Elle se sent bien, détendue, prête à passer une bonne journée. Sur le chemin, elle jette un œil aux autres personnes autour d'elle. Des familles qui installent leurs affaires sur l'herbe, des ados qui rigolent et se prennent en photo, quelques couples qui s'étalent sur leurs serviettes au soleil. Rien de bien étrange, tout est normal. Elle trouve une place un peu plus loin et gare la voiture sous un arbre. En sortant, elle prend une grande inspiration et se dit que cette journée va être vraiment parfaite. Marie revient à pied vers le rivage et de loin, elle aperçoit Alex qui s'assoit près des kayaks. Tout semble calme, elle accélère un peu le pas, impatiente de se mettre à l'eau. Mais en arrivant près du quai, elle remarque un truc un peu bizarre. Il y a un type, un peu plus loin, avec un chien. Le gars est là, debout, à traîner sur le quai, avec son chien, un gros Rottweiler. Rien de fou, sauf que le chien est en train de mettre son nez partout, même dans le visage de quelques filles qui bronzent. Le mec dit rien, il laisse son chien faire comme si c'était normal. Marie plisse les yeux, un peu mal à l'aise, mais elle essaye de pas trop y prêter attention. Les filles sur le quai ne réagissent pas vraiment, mais on voit bien qu'elles sont agacées. L'une d'elles recule même en fronçant les sourcils. « T'as vu ce mec avec son chien ?» demande Marie en rejoignant Alex. Il lève les yeux et jette un coup d'œil rapide dans la direction du gars. Il hausse les épaules. « Ouais, c'est chelou. Les chiens sont pas censés être sur le quai, je crois. »« Ouais, c'est clair. Mais bon, tant que son chien reste loin de nous, ça va, non ?» Alex acquiesce, mais un truc dans son expression montre qu'il est un petit peu plus concerné qu'il veut bien l'admettre. Pourtant, il décide de l'ignorer pour l'instant. Ils sont là pour se détendre, pas pour se prendre la tête avec un type chelou et son chien. Marie et Alex commencent à se préparer pour retourner sur l'eau. Marie s'agenouille près du kayak pour ajuster sa pagaie. Derrière eux, le gars est toujours là, immobile, à regarder dans leur direction. Elle sent son regard peser sur elle, mais elle fait semblant de ne pas le remarquer. Le type a l'air d'avoir dans la quarantaine, cheveux en bataille, une barbe mal taillée, avec un vieux t-shirt délavé et un short qui a vu des jours meilleurs. Il est carrément bizarre ce type, murmure Marie, sans lever la tête. Alex hausse encore une fois les épaules, mais il jette un coup d'œil rapide au gars. Ouais, c'est un de ces mecs qui traînent tout le temps autour des lacs, j'imagine. Allez, faut juste l'ignorer. Il continue de s'installer, mais Marie ne peut pas s'empêcher de sentir l'ambiance changer. Il y a un truc dans l'air, une espèce de tension qu'elle n'arrive pas à ignorer. Le chien commence à aboyer, probablement à cause des gens qui plongent du quai dans l'eau. Et le bruit est de plus en plus agaçant. Marie regarde à nouveau vers l'homme et son chien, mais cette fois, elle croise son regard. Et ce qu'elle voit dans ses yeux la met mal à l'aise. Trop insistant, presque vide, comme s'il essayait de lire quelque chose en elle. Elle détourne le regard, gênée, et se dit « Mais pourquoi est-ce qu'il fixe comme ça ?» Alex finit par se lever en disant « Allez, on y retourne. Laisse tomber ce mec, on est là pour s'amuser, pas pour stresser. » Marie hoche la tête et essaye de se concentrer. Il pousse les kayaks dans l'eau et monte dedans. Le calme revient à mesure qu'il s'éloigne du rivage. L'homme avec son chien devient une silhouette floue, mais Marie a du mal à se débarrasser de ce sentiment d'inquiétude. Après une bonne heure passée à pagayer, Marie et Alex commencent à sentir la fatigue dans leurs bras. Le soleil tape toujours aussi fort et même si l'eau leur apporte un peu de fraîcheur, ils se disent qu'il est peut-être temps de faire une pause. « J'en peux plus, je vais finir en steak grillé », lâche Alex, essoufflé, en essayant de pagayer jusqu'au rivage.
Marie rigole, mais elle est tout aussi fatiguée. Ils retournent lentement vers le quai, la plage de galets apparaissant peu à peu au loin. Quand ils atteignent enfin le bord, Alex saute du kayak et tire le sien sur la terre ferme. Marie l'imite tout en jetant un coup d'œil autour d'elle. Le type avec son chien est toujours là. Putain, se dit-elle, le gars n'a pas bougé d'un poil depuis tout à l'heure, à part poursuivre un peu les gens qui vont et viennent sur le quai. Et maintenant, il semble être encore plus concentré sur eux. Son regard reste fixé sur Marie. C'est là que la sensation de malaise commence vraiment à s'installer. Marie secoue la tête, espérant que ce n'est que dans sa tête. Après tout, c'est un mec avec son chien, non? Pas de quoi flipper. Mais quand elle s'approche d'Alex pour l'aider à remonter les kayaks, elle lui murmure d'une voix inquiétante. « Alex, il est toujours là. C'est le mec. » Alex relève la tête et fixe brièvement l'inconnu avant de se retourner vers Marie. « Il est chelou, il nous a suivis ou quoi? Sérieusement, il commence à me saouler là. » Le chien, de son côté, aboie encore et l'homme ne fait rien pour le calmer. Au contraire, il continue de sourire d'une manière étrange, presque comme s'il se foutait de leur inquiétude. C'est plus qu'un simple sourire maintenant, c'est un regard appuyé, lourd qui semble tout dire sans un mot. Marie sent ses tripes se nouer. Elle essaye de ne pas montrer qu'elle est mal à l'aise, mais elle commence à comprendre que la situation devient bizarre. Alex, lui, essaye de rester détendu, mais elle sait qu'il commence à flipper un peu aussi. « Ok, je vais chercher la voiture, » dit-elle en essayant de se donner une contenance. « Ça marche, moi je reste ici avec les kayaks, » répond Alex. Marie hoche la tête et commence à marcher vers le parking, mais elle sent tout de suite le regard de l'homme sur elle. Elle n'a pas besoin de se retourner pour savoir qu'il la suit des yeux. Son cœur bat un peu plus vite et elle accélère le pas. Elle arrive au parking, retrouve sa voiture et ouvre la porte. Alors qu'elle s'apprête à monter, elle jette un coup d'œil rapide derrière elle. Et là, elle le voit. Le type est en train de marcher dans sa direction. Son chien, sans laisse, la suit en trottinant derrière lui. Oh non, 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 pas ça! Elle sent l'adrénaline monter d'un coup. Ses mains deviennent moites. L'homme est à quelques mètres d'elle maintenant et il lui sourit d'une façon qui la glace. « T'as un beau corps, tu sais », dit-il d'une voix traînante en s'approchant un peu trop près. Marie se fige, prise de court, elle n'a pas le temps de répondre, juste le réflexe de serrer les clés de la voiture dans sa main. Elle essaye de jouer la carte de l'indifférence comme si tout ça n'était rien de plus qu'un commentaire stupide. Mais à l'intérieur, son cœur bat à tout rompre. Merci, mais j'ai pas le temps, je dois y aller. » Lâche-t-elle mal à l'aise, sans s'arrêter. Elle essaye de se diriger vers sa voiture, mais l'homme la suit toujours, son chien à ses pieds, aboyant de temps en temps. « Tu fais quoi pour le week-end de vacances ?» continue-t-il, son ton mielleux devenant de plus en plus inquiétant. Marie ne répond pas, elle ne veut pas de cette conversation. Elle marche plus vite, mais l'homme se rapproche encore. Maintenant, il est seulement à quelques mètres d'elle. Elle sent sa présence juste derrière elle, et ça la fait paniquer encore plus. Elle essaye de repérer des gens autour d'elle, des familles en train de décharger leur voiture, mais personne ne semble comprendre la situation. Elle les fixe du regard, espérant qu'ils capteront son appel à l'aide silencieux. Mais rien, personne ne réagit. Elle serre plus fort les clés dans sa main, au point que le métal lui fait mal dans la paume. Elle est maintenant à quelques pas de sa voiture et son cerveau ne fonctionne qu'à une seule idée. Déverrouille la porte, entre et barre-toi. Mais alors qu'elle approche enfin de la voiture, l'homme se met à courir. Elle entend le bruit de ses pas qui accélèrent derrière elle, le son de la laisse qui tombe au sol et le chien qui commence à grogner. Marie se précipite vers sa voiture, le souffle court et parvient à s'enfermer dans sa voiture juste à temps. L'homme frappe contre la vitre et c'est là que le vrai cauchemar commence. Marie est enfermée dans la voiture, le cœur battant à tout rompre. Elle regarde l'homme taper contre la vitre, son visage déformé par une expression que jamais elle n'aurait pu imaginer. Il sourit d'une manière qui frôle la folie et ça la glace jusqu'aux os. « Allez, descends un peu, ça va bien se passer », dit-il d'une voix mielleuse, comme s'il essayait de la convaincre. Elle ne peut pas croire ce qu'elle entend. Elle se frotte les mains sur le volant, essayant de se concentrer. La porte est verrouillée et elle se sent en sécurité pour le moment. Mais l'angoisse monte en flèche. Les coups de poing contre la vitre résonnent comme des tambours dans sa tête. Elle a l'impression que le monde entier s'est figé autour d'eux. Il commence à faire des gestes étranges, s'agenouille près de la voiture pour être à sa hauteur. Son chien aboie encore, se dandinant autour de la voiture, agité. Il a l'air excité par le chaos, comme si c'était un jeu pour lui. Marie serre les dents, sa respiration s'accélérant. Elle regarde à travers le rétroviseur et aperçoit Alex, qui ne s'est toujours pas rendu compte de la situation. Il est en train de ranger les kayaks loin d'elle. Elle veut crier, mais les mots se coincent dans sa gorge. L'homme, voyant son hésitation, commence à faire des gestes de plus en plus provoquants. Il sort alors son engin de son short et la montre à travers la vitre. Un rire dément résonnant autour d'eux.
C'est à ce moment-là que Marie comprend que la situation est devenue bien plus que juste dérangeante. « Regarde, c'est pas beau ça ?» Marie, horrifiée, ferme les yeux un instant pour se concentrer. Elle doit garder son calme. Elle se rappelle de ses clés, plantées entre ses doigts comme une arme. Mais que peut-elle faire contre un homme de cette taille et son chien qui semble être de plus en plus excité? Elle jette un coup d'œil autour d'elle à la recherche d'aide. Les familles sont encore là, mais tout le monde semble trop préoccupé à s'installer pour se rendre compte de ce qui se passe. La panique monte en elle, une marée de désespoir. Elle se sent complètement seule. L'homme continue à frapper et les coups deviennent de plus en plus agressifs. Son sourire s'estompe, remplacé par une colère palpable. « Allez, dégage pas comme ça, je suis pas méchant !» Marie commence à réfléchir à ses options. L'ignorer, appeler à l'aide, mais comment faire sans alerter Alex? Elle regarde encore une fois à l'arrière et aperçoit le chien, qui devient de plus en plus agressif. Il aboie contre la voiture, les pattes contre le capot, prêt à sauter. Soudain, l'homme se lève et sans crier gare, « Allez, ma jolie, si tu veux, je peux te montrer quelque chose de vraiment spécial. Tu n'as qu'à sortir, je suis un bon gars, je te le promets. » Marie attrape son téléphone, tremblante, elle compose le numéro d'Alex. Mais avant qu'elle puisse même porter le téléphone à son oreille, l'homme se met à hurler. « Viens ici, je t'ai dit de descendre !» En plus de ça, le chien continue d'aboyer et l'homme se met à donner des coups de pied dans la portière. Marie recule soudainement, le souffle court, incapable de croire à ce qui se passe. Ses mains glissent sur le volant et elle cherche désespérément une solution. L'homme se penche, sa tête apparaissant à la fenêtre. « T'as peur de moi? Pourquoi t'as peur ?» Il commence à exhiber ses parties génitales, une scène qu'elle ne pourra jamais effacer de sa mémoire. Un mélange de dégoût et de peur l'envahit, et tout ce qu'elle peut faire, c'est hurler. « Va-t'en! Lâche-moi !» La réponse qu'elle obtient est encore plus terrifiante. L'homme, dans un accès de rage, se met à frapper de plus en plus fort contre la vitre, comme s'il voulait briser la fenêtre. Elle sent le choc dans tout son corps. C'est alors que, enfin, elle aperçoit Alex qui arrive l'air préoccupé. « Marie, qu'est-ce qui se passe ?» Marie se retourne, un mélange de soulagement et d'angoisse dans son ventre. Mais avant qu'Alex n'arrive, l'homme range son engin et se redresse, son visage déformé par la colère. Il se retourne comme si un déclic venait de se produire dans son esprit. Il regarde Marie et lui dit « Tu crois vraiment que je vais te laisser tranquille ?» Il dit ça tout en avançant vers Alex. Marie voit Alex courir vers elle et un soupçon d'espoir l'envahit. Mais cet espoir s'évanouit quand l'homme, dans un excès de rage, se tourne brusquement pour faire face à lui. « Hé, t'es qui toi ?» demande-t-il défiant Alex du regain, comme s'il était prêt à tout. Alex se fige un instant, mais il reprend rapidement ses esprits. Il se positionne entre Marie et l'inconnu, déterminé à protéger sa copine. « Tu ferais mieux de dégager, mec, tu fous la trouille à ma copine là !» L'homme éclate de rire, un son glacial et sinistre qui résonne dans l'air. Il fait quelques pas en arrière, puis se retourne brusquement vers la voiture. Marie regarde avec horreur alors qu'il se dirige vers le capot, un rictus aux lèvres. « Tu veux voir quelque chose de vraiment spécial ?» dit-il, sa voix remplie d'un sous-entendu horrible. Marie comprend ce qu'il est sur le point de faire et se met à crier. « Non, mais fais pas ça !» Mais l'homme ignore ses supplications. Il monte sur le capot de la voiture, son chien aboyeusement, furieusement autour de lui. L'inconnu se penche en avant et Marie réalise avec horreur qu'il est en train d'uriner sur son pare-brise. Le liquide jaillit en arc et éclabousse le pare-brise, le rendant trouble et dégoûtant. Le rire de l'homme se mêle aux aboiements du chien et Marie sent sa colère et son dégoût grimper en flèche. « Regarde ça, c'est un beau cadeau pour toi !» Alex, furieux, se rapproche d'un pas déterminé. « Mais t'es un malade, tu fais quoi toi? Allez, descends de là !» L'homme le regarde, son sourire disparaissant lentement, remplacé par une menace palpable. Il commence à se redresser, les jambes écartées, sa posture défiant. « Tu crois que tu me fais peur, petit ?» Marie, prise de panique, ouvre la fenêtre. Elle agite les bras, espérant qu'une âme bienveillante viendra les aider. Mais certaines personnes sont en train de regarder, fascinées par la scène, comme s'ils assistaient à un spectacle. L'homme termine son acte obscène et dans un dernier mouvement, s'essuie les mains sur son t-shirt. Et voilà, ça, c'est pour toi. Alex, hors de lui, avance d'un pas. « Oh mon gars, tu vas le regretter. Tu penses vraiment que tu peux m'intimider, toi là, petit gringalet ?» À ce moment-là, l'homme se tourne brusquement et commence à faire le tour de la voiture, comme s'il cherchait une ouverture. Marie se rend compte que c'est maintenant ou jamais. Elle attrape son téléphone et compose rapidement le numéro de la police. Mais ses mains tremblent tellement qu'elle a du mal à rester concentrée. Elle jette un dernier coup d'œil à Alex qui reste prêt à affronter l'inconnu. Mais elle sait qu'il n'est pas en sécurité. L'inconnu revient vers la fenêtre et Marie a à peine le temps de remonter sa fenêtre. « Allez, fais-moi plaisir, descends un peu !» dit-il d'une voix presque chantante, l'excitation dans les yeux. Marie, toujours dans la voiture, doit trouver un moyen de se défendre. La situation est devenue instable. L'homme se retourne et fait face à Alex et lui dit alors «
Allez mec, prête-moi ta petite salope. Là, ça y est, enfin Alex décide d'agir. Il va alors mettre une énorme droite à ce gars. L'homme tente de se relever, mais là, contre toute attente, eh bien son chien se met sur lui. On ne sait pas pourquoi, mais c'est comme ça. Est-ce que le chien a senti qu'il y avait un danger pour le maître ou pour Alex, et qu'il a joué son rôle de chien défenseur? On ne sait pas. Mais en tout cas, c'est ce qui est arrivé. Le mec a alors poussé violemment son chien et s'est relevé. Après ça, une fois relevé, il s'est mis à hurler de rage. Il a commencé à courir vers Alex. Et c'est là que, enfin, Marie a décidé de jouer sa carte Joker. Elle a ouvert sa portière, du coup ça a freiné le gars et il s'est pris la portière en pleine face. De là, elle se met à crier « C'est bon, la police arrive !» L'homme la regarde et son sourire s'évapore. « T'as dit quoi là ?» Alex sentant que l'homme va de nouveau s'en prendre à sa femme, il décide d'intervenir et de lui mettre encore une petite droite. Marie voit Alex frapper l'homme à plusieurs reprises et une vague de soulagement lui traverse le corps. Elle espère que la situation va enfin se calmer. Mais alors que l'homme se relève furieux, il commence à crier, ses yeux remplis de rage. « Tu crois que ça va se passer comme ça? Mais vous voulez jouer, hein? Je vais vous montrer qui c'est le patron ici. » Là, Marie se dit qu'elle doit attirer du monde, sinon ça va finir en bain de sang. Alors elle actionne son klaxon de toutes ses forces, un son strident qui fait sursauter tout le monde autour d'eux. Les familles qui étaient restées spectatrices commencent à réaliser que la situation n'est pas juste un jeu. Les regards se tournent enfin vers elle, mais personne ne s'avance pour autant pour les aider. Alex le regarde toujours sur ses gardes, mais avec une lueur de petite victoire dans les yeux. « Dégage maintenant et remets jamais les pieds ici !» L'homme réalisant qu'il a perdu et que la police va arriver, il se met à tourner les talons et commence à s'éloigner. Son chien trottinant à ses côtés, aboyant en arrière. Marie en larmes se précipite vers Alex, l'enlaçant fermement. « C'est incroyable, je suis tellement soulagé !» Alex la serre contre lui, son propre cœur battant encore à tout rompre. « On a réussi, on est ensemble, c'est tout ce qui compte. » Alors qu'ils regardent l'homme s'éloigner au loin, une vague de soulagement les envahit. Ils savent qu'ils viennent de vivre une expérience terrifiante, mais ils sont unis, plus forts que jamais. Ça a tellement marqué le couple qu'ils ont arrêté de faire des sorties pendant un petit moment. Et au-delà de ça, ça a créé une sorte de traumatisme chez Marie. Elle a peur de s'habiller trop short un petit peu, de montrer un petit peu trop de son corps. Alors que pourtant, la fautive c'est pas elle du tout. C'est ce gars qui était complètement chelou. Elle veut être en bikini pour aller dans l'eau, elle a le droit. Enfin, je veux dire, c'est quoi le problème ? Et c'est comme ça que s'est terminée cette affaire. Enfin, la police est arrivée, mais bon, étant donné que le mec était parti, ils ont donné la description de cet homme. Mais ça n'a pas donné plus de suite, ils ont jamais eu de nouvelles de la police. Et franchement, ils se sont dit que ça servait à rien de porter plainte et tout. Voilà, en tout cas, c'est comme ça que ça s'est terminé. Et petite histoire encore bien chelou. Enfin, comme je l'ai dit, je vois pas le truc. La meuf, elle est juste en bikini, elle fait ce qu'elle veut. Et le mec, lui, faut toujours que le mec il fasse des trucs chelous, je comprends pas. C'est quoi le délire? Il s'est dit, putain, je vais faire un truc de fou, je vais pisser sur la voiture. Et montrer c'est parti, bien évidemment. Je sais pas, je comprends pas. Heureusement, je comprends pas, parce que sinon ça voudrait dire que je suis un peu chelou. Mais j'arrive pas à comprendre. Enfin bref, moi tant mieux, j'ai envie de te dire un peu d'un côté, ça me fait un thread d'horreur à vous raconter, mais force à Marie qui a vécu un peu l'horreur. Et le Alex, il a mis un petit peu de temps à réagir. Hein. Putain, heureusement à un moment, il a commencé à faire fonctionner les ménages, parce que c'est vrai qu'au début, il était là en mode, je sais pas ce qu'il foutait avec les kayaks aussi. Chelou. Mais bon, bref. Allez, passons au prochain thread d'horreur. Alors ce troisième thread d'horreur, il nous est partagé par une abonnée. Si jamais toi aussi tu veux partager une histoire, ça se passe sur delcorstory@gmail.com. Je lis le petit début et puis après je passe en troisième personne. Salut Delcor, j'espère que tout va bien pour toi. Ça va, on est au top en ce moment. J'ai actuellement 18 ans et cette histoire s'est passée il y a 3 ans. Je m'appelle mais j'aimerais que tu changes mon nom, si jamais mon histoire passe dans une de tes futures vidéos. Bon, du coup, je vais t'appeler Nikki. Voici le contexte. Au moment de cette histoire, elle est en vacances chez son frère et sa copine, avec la cousine de sa belle-sœur, Laura, qui est également son amie. Un jour, ils sont partis faire des courses, mais Laura et Nikki sont restés car ils devaient promener le chien. Ils s'en vont et elle commence à préparer la laisse pour le chien, puis elle sort. Elle décide de passer par un petit bois près de la maison, de faire le tour et de rentrer le chien. Il faisait très chaud, mais tout se passait très bien. Puis, ils arrivent à la fin du petit bois où il y a une route qui le relie. C'est alors que Laura sent le chien se stopper net. Nikki le regarde et il fixe quelque chose qu'elle ne comprend pas trop. Les filles voient d'abord un vélo par terre en plein milieu de la route, puis quelqu'un derrière un arbre, la tête baissée, en train de taper de toutes ses forces sur un sac noir. Il y a un moment de silence et à ce moment-là, elles ont pas forcément peur, mais elles sont mal à l'aise. Puis d'un coup, l'homme penche sa tête car il se sent observé.
Ce mec avait un masque style Covid-19 tout noir avec des yeux de fou gorgés de sang. Il se lève et à ce moment précis, le chien fait demi-tour et court à toute vitesse, tirant de toutes ses forces en pleurant et en tremblant. Laura est emportée par le chien et Nikki décide de courir car elle ne veut pas être seule avec cet homme étrange. En courant, elle entend les bruits de pas de ce mec qui les poursuit. Elle décide de se retourner tout en courant et elle voit ce gars qui se cache derrière les arbres et les buissons tout en continuant de les suivre. Le chien continue de courir comme un fou et les filles commencent à avoir les poumons qui brûlent. Mais quand elles ont entendu ce mec rire avec un rire démoniaque, Nikki dit à Laura d'accélérer car il continue de les courser. Arrivées dans le quartier où son frère habitait, elles se sont enfin retournées, mais il n'y avait plus rien. Elles sont donc rentrées et forcément le chien aussi. Puis Nikki décide de fumer une cigarette, mais en cherchant son paquet, elle ne le trouve nulle part. Les filles se disent alors que Nikki a dû le faire tomber en courant. Totalement terrifiée à l'idée de retourner dans ce bois et de retomber sur ce type, elle demande à son père de l'accompagner. Il est chasseur et connaît très bien ce bois, pour essayer de retrouver son paquet. Ils l'ont retrouvé près de l'endroit où elle s'était arrêtée pour regarder ce gars. Le gars n'était plus là, le sac noir non plus et le vélo avait disparu. Par contre, ce qu'il retrouve, c'est un petit couteau papillon, ce qui la pétrifie sur place. Elle a longtemps pensé à ce qu'il aurait pu se passer si ce gars avait réussi à les rattraper. Elle en a parlé à son frère et sa copine, mais malheureusement, ils pensaient que c'était une blague. Mais Laura et Nikki le savent et elles l'ont bien senti. Ce n'était pas une mauvaise blague. Aujourd'hui, son frère et sa copine ont déménagé et elles n'ont plus jamais recroisé ce gars, heureusement. Elle nous met à la fin qu'elle espère que cette histoire nous a plu et elle nous souhaite une bonne continuation pour mes vidéos. Et franchement, ça fait trop plaisir d'avoir des histoires abonnées comme ça qui sont partagées. Parce que oui aussi, en France, on vit des choses un petit peu bizarres. Je te remercie une fois de plus de nous avoir partagé ton histoire et on passe à la prochaine histoire justement. Alors je vais vous raconter ce qui s'est passé pour Lyra. À l'époque, elle ne menait pas un style de vie très sain, loin de là. Elle a arrêté une substance qui, vous voyez, il peut y avoir quelqu'un qui est un héros, et vous mettez ça, mais en féminin. Voilà. Cette substance, elle l'a arrêtée à 25 ans et elle est partie vivre en France pendant 5 ans. Elle vient juste de revenir aux États-Unis l'été dernier. C'est important à préciser parce que ça donne une idée de son état d'esprit à cette époque et pourquoi elle a pris des risques vraiment absurdes. Faut dire, elle était accro à ces substances. Bref, passons à l'histoire. Quand Lyra avait 20 ans, elle avait déménagé de Baltimore vers la côte est, pensant que la distance l'aiderait à freiner sa consommation. Mais ça n'a pas vraiment marché. Au lieu de ça, elle faisait l'aller-retour à Baltimore tous les 2 jours pour acheter des centaines de dollars de cette substance, au lieu de prendre une petite dose tous les jours. En faisant ça, elle a croisé plein de gens bizarres, dont certains étaient des escrocs. Apparemment, à Baltimore, un escroc, c'est quelqu'un qui fait le taxi de façon illégale. Souvent, il emmène les gens en ville pour récupérer la substance ou ils font payer moitié moins qu'un vrai chauffeur de taxi. Un jour, elle a rencontré un gars plus âgé dans un Dunkin' Donuts à Dundalk, qui faisait ça d'ailleurs. D'habitude, Lyra n'utilisait pas ce genre de chauffeur, mais une nuit, son chauffeur a pris une rue à contresens, juste devant un flic et ils se sont fait arrêter et fouiller. Il se trouve que ce crétin avait pris sa réserve de lui aussi une substance qui est plus comme ça avec lui et donc ils ont tous les deux été arrêtés et envoyés au BCDC, le Baltimore Central Booking. Lyra, elle était furieuse, vers minuit, cette nuit-là, ils l'ont finalement relâché. Et le conducteur, il avait admis que tout ce qui était dans la voiture lui appartenait. Et la raison pour laquelle ils avaient été fouillés, apparemment, était bidon. L'avocat de son pote avait fait sauter l'accusation. Donc Lyra se retrouve là, au milieu de Baltimore, sans chauffeur, sans plan et sous substance en plein mois de décembre. En plus, il relâche les hommes et les femmes séparément. Et le téléphone de son pote était toujours éteint quand elle a essayé de l'appeler. Il avait été relâché plusieurs heures plus tôt, mais il avait laissé son téléphone dans le camion. Et pour ceux qui ne le savent pas, quand on se fait arrêter, ils mettent votre véhicule à la fourrière. Donc si t'as pas de chance et que tu sors après 17h ou avant 8h du matin, t'as aucune chance de récupérer ta voiture, ton camion ou quoi sans payer des centaines de dollars en plus. Alors qu'elle réfléchissait à ses options, Lyra s'est souvenue d'un mec un peu bizarre qu'elle avait rencontré plus tôt dans la semaine. Elle a décidé de tenter le coup, se disant qu'au moins il pourrait la déposer à la gare Greyhound pour qu'elle puisse atteindre le matin. Elle l'a appelé et surprise, non seulement il était réveillé, mais en plus il était à 10 minutes de là où elle venait d'être relâchée. Le fait qu'il soit encore debout à 1h du matin aurait pu faire tiquer les gens normaux. Mais Lyra s'est juste dit qu'il devait être un accro à une substance ou encore à une autre
Sur cette vidéo, ça va être un peu dur parce qu'il y a beaucoup de substances. Du coup, je le place maintenant, mais si je dis des mots comme il a récupéré de la salade, de la farine, des nanani, vous imaginez bien que c'est pas ça. C'est juste pour contourner l'algorithme YouTube et pas me faire strike la vidéo. Bon, pour elle, au final, le fait qu'il soit réveillé, c'était une chance. Bon, dans la demi-heure, il est arrivé et elle est montée dans sa longue berline grise, contente d'être sortie du froid et de retrouver un peu de normalité. Maintenant, pour te donner une idée du gars, le meilleur mot pour le décrire, c'est gris. Tout chez lui était juste gris. Il conduisait une vieille bagnole grise, cabossée, et ses cheveux étaient longs, d'un gris foncé, un peu terne. Même son teint avait l'air gris. Franchement, elle se souvient qu'il avait un visage qui ressemblait à celui d'une femme ménopausée, avec les joues un peu tombantes si vous voyez le genre. Bref, il avait une tête douce mais avec du recul, c'était vraiment un type flippant. Mais à ce moment-là, il ne lui avait pas paru si chelou que ça. Elle nous dit que dans ce monde de substances, il y a tellement de gens chelous que t'es obligé de gérer ça au quotidien. Tant que quelqu'un ne pète pas un câble de manière évidente, t'apprends à ignorer les fous, sinon tu te noies là-dedans. Du coup, Lyra et le gars se débrouillent pour circuler parce qu'à Baltimore, il y a toujours quelqu'un dehors. Elle lui demande de l'emmener à la station Greyhound juste pour pouvoir se poser, se calmer et réfléchir à prendre un bus. Le gars la regarde, baisse les yeux, les relève et lui propose de venir chez lui, regarder la télé, jusqu'à ce que les bus recommencent à rouler. Lyra se souvient qu'elle a hésité un peu à ce moment-là, mais franchement, le gars avait l'air totalement banal, presque insignifiant qu'elle ne pouvait pas le voir comme une menace. Et pour être honnête, tout ce qu'elle voulait, c'était un endroit chaud et propre pour récupérer. À ce stade, elle n'était même plus focalisée sur la substance, juste le fait de se remettre d'aplomb. Voyant son hésitation, il lui dit de pas s'inquiéter, qu'il allait rien tenter de chelou. Faut préciser qu'à ce moment-là, Lyra avait 20 ans, mesurait 1m68 et pesait à peine 45 kg. Le gars lui dit aussi que la gare routière n'était pas l'endroit le plus sûr pour une fille comme elle à 2 h du matin. Il lui dit que lui, de son côté, il veut juste l'aider. Elle se dit vas-y, merci, pourquoi pas. Et il continue de rouler vers le comté. À ce jour, Lyra ne sait toujours pas dans quelle direction ils allaient. Juste que c'était à environ une demi-heure de la ville. C'était pas en pleine forêt, mais c'était clairement une zone bien boisée. En se rapprochant de chez lui, le gars commence à se comporter un peu bizarrement. Pas assez pour qu'elle s'inquiète vraiment, mais quand même. Il lui raconte que le chef de la police du comté ou le fils du chef habite dans le même cul-de-sac que lui. Il lui dit qu'ils sont potes et que ce type l'a aidé à se sortir de quelques situations difficiles. Sa maison était au bord du lac avec un quai dans l'arrière-cour. Lyra n'a aucune idée du comté où elle se trouvait et personne à qui elle a décrit la maison n'a pu la situer non plus. C'était totalement inconnu pour elle. Il se gare dans l'allée et là, elle est choquée. Sa maison ressemblait plus à un manoir qu'à la vieille baraque miteuse à laquelle elle s'attendait. En se garant et en marchant vers la porte, le gars lui raconte que la maison appartenait à sa mère qui était récemment décédée. Imaginez-vous le tableau. Ce petit type miteux, avec sa bagnole miteuse, ses fringues miteuses, et il vit dans cette maison qui, même si elle n'était pas super belle, valait clairement cher. Il passait ses journées et ses nuits à conduire pour quelques billets et passait son temps au Dunkin' Donuts. Bon, Lyra trouvait ça un peu louche, mais une fois qu'ils sont entrés, la situation devient encore plus étrange, tout en étant plus cohérente avec le personnage du gars. La maison était remplie de deux choses, de la poussière et des bibelots. Lyra entre dans la maison et là c'est le choc. Quand elle dit que c'était couvert de trucs, c'est vraiment couvert à fond. Chaque centimètre de surface était rempli de petits anges en porcelaine kitsch et de merdouilles de magasin à $1. Des étagères aux tables en passant par le dessus du vieux téléviseur énorme. Même la cuisine n'échappait pas à cette invasion de bibelots. Et Lyra n'a vu la cuisine que brièvement, mais elle se souvient que l'évier débordait de ces trucs. Il y avait aussi des napperons, vous savez, ceux que toutes les personnes âgées semblent avoir partout chez elles, tous couverts de poussière et bien décolorés. À un moment, elle demande où sont les toilettes, histoire d'aller se défoncer tranquillement. À ce stade, elle était assez mal, et tout ce qu'elle voulait, c'était se remettre sur pied pour pouvoir réfléchir à quoi faire ensuite. Oui, je sais, c'est pas logique, mais bon, bref. Elle fait son truc et revient au salon qui était la première pièce quand tu entrais dans la maison. Elle ne voulait surtout pas s'aventurer plus loin dans ce lieu. Elle jette un coup d'œil à la serrure de la porte, commence à réfléchir à une stratégie de sortie, espérant ne pas en avoir besoin. Mais cet espoir ne dure pas longtemps. La première chose que le gars fait, c'est de lui apporter un verre d'eau et une poignée de pilules. Curieuse, Lyra lui demande à quoi elles servent. Et il lui répond « T'inquiète pas, c'est pour dormir ». Il est 3 h du matin, elle doit être à la gare routière à 6 h. Ils ont à tout casser 2 heures avant de partir. Lyra lui dit direct que c'est pas une bonne idée.
qu'elle n'a pas l'intention de dormir. Surtout qu'ils n'ont même pas le temps de faire une vraie sieste. Mais le gars commence à insister pour qu'elle prenne les pilules. À ce stade, elle aurait bien voulu se barrer. Mais ils étaient au milieu de nulle part et c'était en plein mois de décembre. Il faisait super froid. Alors, pour éviter un malaise, elle fait semblant de rigoler. Prend 2 pilules dans sa main, les met dans sa bouche et fait semblant d'avaler avec une gorgée d'eau. En mode, bon, allez, pourquoi pas. Le gars s'illumine et se précipite pour lui chercher un autre verre d'eau, parce qu'elle en avait demandé un. En y repensant, Lyra se dit qu'elle n'aurait même pas dû boire cette foutue eau. Quelle connerie. Dès qu'il tourne le dos, elle recrache les pilules discrètement et les planque dans le canapé. Pendant ce temps, il continue de parler de banalités. Baltimore, la politique locale, la musique. Bon, des trucs sans importance. Mais après, il commence à poser des questions cheloues sur les substances. Genre, quels produits peuvent assommer quelqu'un sans vraiment lui faire de mal? Et il insiste sur la quantité nécessaire pour une petite personne comme elle. Lyra, elle, essaye de rester zen, comme si ce genre de conversation était tout à fait normal. Elle se dit que sa survie dépendait de ça. Ne pas laisser paraître qu'elle se rend compte à quel point la situation est bizarre et flippante. Son raisonnement, à ce moment-là, c'est qu'elle ne pouvait pas lui montrer qu'elle comprenait ce qui se passait. Sinon, il ne la laisserait jamais partir vivante si elle montrait qu'elle savait exactement dans quel pétrin elle s'était mise. Lyra essaye de se convaincre qu'elle doit absolument paraître non menaçante. Pendant toute la durée de leur discussion, le gars essaye constamment de se rapprocher d'elle, de passer derrière elle. À un moment donné, il réussit et commence à lui masser les épaules. Lyra rigole, fait semblant de pas aimer ça et dit qu'elle doit filer aux toilettes. Quand elle revient, elle fait bien attention à s'asseoir sur le canapé qui est contre le mur, histoire que le gars ne puisse plus passer derrière elle. Elle cherche discrètement un téléphone du regard, mais elle ne veut surtout pas lui demander s'il en a un, parce qu'elle veut pas qu'il sache que son portable est mort. Ouais, la poisse, son téléphone est tombé en rade environ 5 minutes après qu'elle a appelé ce type bizarre pour qu'il vienne la chercher. Pendant ce temps, le gars fait les 100 pas dans le salon, s'assied quelques minutes, puis se relève pour refaire des allers-retours, et il finit par se rasseoir. Il commence à parler de sa mère, à quel point elle collectionnait tous ses bibelots, comment elle est morte d'une crise cardiaque ou un AVC. Lyra ne sait plus trop. Et comment il avait envisagé de rénover la maison, mais qu'il n'avait pas encore eu le courage de changer quoi que ce soit. Puis, il lui sort qu'il veut lui montrer quelque chose, qu'il veut lui faire visiter l'étage. À ce moment-là, Lyra ne comprend même pas pourquoi elle ne se barre pas en courant. Une partie d'elle espère encore qu'elle se trompe, que le gars est juste socialement maladroit et effrayant, mais pas vraiment dangereux. Et là on arrive à un autre cliché de film d'horreur, une obsession chelou pour sa mère, et une maison remplie de poussière intacte, comme un sanctuaire en mémoire de maman. Même le dernier verre qu'elle a utilisé est toujours là, posé sur la table de la cuisine. Et maintenant, le gars veut lui montrer l'étage, il veut lui montrer sa chambre. Alors Lyra monte avec lui. Au début, il lui fait signe de passer devant, mais elle n'en a rien à faire et reste derrière lui. Ils arrivent au 2e étage, il y en avait 3 en tout, mais elle n'atteindra jamais le 3e. Et il tourne dans le couloir. Il ouvre la première porte à gauche et entre. Lyra s'attend presque à voir le cadavre de sa mère sur le lit, ou un truc dans le genre. Elle ressent même un soulagement bizarre en se retrouvant simplement dans une pièce pleine de poussière et de merdouille. Elle ne se souvient pas de grand chose à propos de la pièce. Le lit était fait, mais elle ne saurait pas dire si la couette était sombre ou juste tellement recouverte de poussière qu'elle n'en avait l'air. Il lui fait signe de s'asseoir et Lyra obéit. Ce qui va suivre, c'est clairement le pire moment de toute cette galère. Le gars s'assied à côté d'elle, au bout du lit, et recommence à parler de sa mère. Puis il la regarde dans les yeux et lui sort « T'es tellement belle, tu ressembles à une petite fille. Je parie que les petites filles t'adorent. » Lyra essaye de ramener la conversation sur sa mère, histoire de détourner le truc. Mais là, il se lève, se dirige vers le mur au fond de la chambre, et il recommence à parler de substances, à ce qu'ils discutaient plus tôt, à propos d'assommer quelqu'un. Il lui demande quel produit elle utiliserait pour endormir un enfant, et comment elle ferait pour garder cet enfant assommé pendant longtemps, en toute sécurité. À ce moment-là, Lyra fait tout pour ne pas montrer qu'elle est complètement terrifiée, qu'elle trouve cette conversation atroce en fait. Elle essaye de continuer à faire semblant, comme si c'était un sujet normal, pour ne pas éveiller les soupçons. Bon, Lyra, à ce moment-là, se sent vraiment à bout et ça commence à se voir. Le type lui pose encore des questions sur l'héros, mais en féminin. Il lui demande si c'est sûr à utiliser et tout. Elle lui dit clairement qu'elle en sait rien. Elle lui dit qu'elle est accro à ça et qu'elle est pas chimiste en fait. Là, il change de ton et lui dit « Je veux te montrer quelque chose ». Lyra commence à protester, à dire qu'elle a besoin d'aller aux toilettes. Mais il insiste. Il se lève et pousse sur un panneau en faux bois sur le mur.
Et là, un grand carré s'ouvre. Il lui fait signe de regarder à l'intérieur, lui expliquant qu'il travaille dessus depuis quelques années. Il dit que c'est juste assez grand pour une petite femme, mais en fait, c'est pour un enfant. Lyra découvre une sorte de lit de camp avec des boucles aux extrémités pour attacher des cordes ou autre chose. Elle en est presque sûre. À ce moment-là, elle panique intérieurement mais garde son calme. Elle sort de la pièce rapidement en disant simplement qu'elle doit retourner aux toilettes. Elle ne court pas, elle reste cool, mais en descendant les escaliers, elle tremble de partout. Sur le chemin, elle sort son téléphone de son sac et fait semblant de composer un numéro. Heureusement, le gars est encore occupé à refermer la chambre et cette espèce de cachette murale. Donc il ne voit pas que son téléphone est éteint, totalement hors service. Lyra commence à parler tout haut comme si elle avait une vraie conversation avec un ami au téléphone. Quand le gars redescend, elle est déjà en train de raconter à son ami comment elle a rencontré ce type sympa. Celui qu'elle avait croisé au Dunkin' Donuts avec son pote Tom, qui l'a emmené chez lui, mais qu'elle allait bientôt partir pour rejoindre la gare routière. Elle fait semblant que son pote au bout du fil lui propose de venir la chercher à l'arrêt de bus. Et là, elle a de la chance. Le gars sait qu'elle habite hors de la ville, mais il ne sait pas que c'est à 4 heures de route. Il ne se doute pas qu'aucun de ses amis ne ferait un tel trajet juste pour ça. Lyra continue à jouer la comédie, disant qu'elle va prendre le bus dès que possible et qu'elle verra son pote bientôt. Et là, elle capte un truc sur le visage du gars. Il se renfrogne d'un coup. Tu vois, ce genre de regard que les gosses pourri gâtés ont quand quelqu'un leur dit non. Ben, c'est exactement ça. Mais en pire, puisqu'il y a un truc malsain dans la façon dont ce mec de 50 ans laisse transparaître cette expression. À ce moment-là, Lyra commence à ramasser ses affaires, à fermer la fermeture éclair de son manteau tout en bredouillant que son ami se souvenait de lui et lui passait le bonjour. Elle comprend deux choses. D'abord, elle doit faire en sorte qu'il ne pense pas qu'elle le trouve bizarre ou que ce qu'il a montré soit suspect. Elle ne veut surtout pas qu'il la voie comme une menace pour ses plans s'il la laisse partir. Ensuite, elle veut qu'il sache qu'il est identifiable, que quelqu'un d'autre sait qu'elle est chez lui et qu'il pourrait le reconnaître. Au final, le gars l'emmène à la gare routière, mais tout le trajet est super tendu. Il se comporte de façon froide et bizarre. Quelques semaines plus tard, Lyra a une autre rencontre bien pire avec lui, qui la convainc que ce type est carrément un tueur en série en devenir. Est-ce qu'elle pense qu'il avait déjà fait quelque chose de grave avant cette matinée terrifiante? Non, mais elle est convaincue qu'il s'y préparait. Lyra à ce moment-là se sent vraiment à bout, et ça commence à se voir. Alors, lors de leur deuxième rencontre, qui a été brève, Lyra est certaine que quelque chose avait changé chez le gars. Elle ne sait pas vraiment comment l'expliquer, mais cette espèce d'incertitude qu'il avait affichée la première fois, s'était complètement disparue. À ce moment-là, elle est convaincue qu'il avait franchi un cap. Du coup, après la première rencontre, Lyra avait quand même pris soin de noter son numéro de plaque d'immatriculation quand il est parti ce matin-là. Elle avait un pote qui était flic, alors elle l'a contacté. Presque un an plus tard, ce même pote l'a appelé pour savoir si elle avait toujours les infos du gars. Son pote, lui, il ne savait plus trop où il avait mis ses infos, s'il les avait jamais vraiment notées. Et à ce moment-là, il lui a expliqué qu'il y avait eu plusieurs disparitions de jeunes enfants dans les mêmes zones, où lors de la deuxième rencontre, le type lui avait dit qu'il traînait, apparemment pour repérer des petites filles. Lyra a tenté de retrouver le gars. Elle est retournée au Dunkin' Donuts où il avait l'habitude de traîner. Le propriétaire lui a dit que le type venait là tous les matins depuis des années, mais qu'il avait arrêté la semaine même où leur première rencontre s'était passée. C'est là que Lyra a commencé à comprendre pourquoi il passait ses matinées là-bas. Le jour où elle est retournée au Dunkin' Donuts pour chercher des infos, elle a remarqué qu'il y avait un arrêt de bus juste en face. Et cet arrêt de bus était rempli d'enfants de l'école primaire. Comme je vous l'ai dit, Lyra a contacté son pote qui était officier de police à Baltimore et pourtant, elle lui avait donné une description complète. La maison du type, sa voiture, son numéro de plaque d'immatriculation, son prénom, son numéro de portable et un compte rendu détaillé de ce qui s'était passé ce matin-là chez lui. Bon, finalement, la vie reprend son cours normal et au bout de quelques semaines, elle commence à se dire qu'elle a peut-être exagéré toute cette histoire. Après tout, elle est encore là, en vie. Un jour, elle décide avec Tom de faire un tour en ville pour récupérer sa réserve de pilules pour les jours suivants. D'habitude, quand ils vont à Baltimore, ils chopent entre 5 et 600 $ de machin, quoi. Et ça leur dure à peu près 2 ou 3 jours. Lyra a une grosse consommation. Ce jour-là, ils décident de prendre un peu plus que d'habitude. Mais dès le départ, tout semble maudit. Ils partent en retard, il y a un accident dans le tunnel du port qui bloque la circulation pendant 3 bonnes heures. Et quand ils arrivent enfin à l'est de Baltimore, le contact de Lyra a déjà disparu. Elle finit par trouver un autre gars qui vend des substances comme ça, et il vend à Dundalk. Du coup, ils se rendent sur Erdman Avenue, la même rue où se trouve le mec creepy normalement. Et Lyra demande à Tom de se garer sur le parking de Goodwill, un magasin,
pendant qu'elle va chercher son gars. La plupart des contacts de Lyra connaissent Tom, mais ce mec-là en particulier, il était du genre ultra parano. Il refusait de vendre si la voiture de Tom était trop près de l'endroit où ils doivent se rencontrer. Du coup, Lyra doit se dépêcher. Elle ne se souvient même plus exactement où ils doivent se retrouver, mais elle est presque sûre que c'était soit sur Dundalk Avenue, soit sur Merritt Boulevard, une des grandes routes qui traversent Dundalk. Quand elle est en ville et qu'elle doit marcher quelque part, Lyra utilise toujours la méthode « regarde tes pieds, ne crois jamais le regard de quelqu'un, ignore les klaxons et occupe-toi de tes affaires ». Elle fait ça surtout parce que beaucoup de gens prennent les filles qui marchent seules pour des... En général, si tu réagis pas quand ils klaxonnent ou te crient dessus, ils finissent par te laisser tranquille. Et puis, elle nous dit qu'il faut pas oublier la police et les agents secrets qui traînent dans le coin aussi. Lyra sait que les flics aiment bien harceler les gens pour voir s'ils font du trafic ou ils sont juste malchanceux ou sans bagnole. Bon, ça fait partie de leur boulot. Mais ce jour-là, elle flippe un peu plus que d'habitude. Il y a presque personne sur la route et pourtant, elle marche sur une des plus grandes artères de Dundalk. Le ciel est gris, un classique après-midi de janvier à Baltimore. Mais rien qui justifie un silence pareil. Il n'y a pas de circulation, pas de passants. Juste elle et quelques vieilles voitures de collection qui passent de temps en temps. Elle est à environ 1,5 km de son rendez-vous avec son gars quand une berline noire s'arrête à côté d'elle. Et bah bien évidemment, c'est le mec très chelou qui l'avait invité dans sa maison. Il ouvre la portière passager de l'intérieur et lui dit de monter. Maintenant, Lyra pourrait changer l'histoire à ce moment-là, juste pour pas se sentir trop stupide. Mais elle a décidé d'être honnête depuis le début. Alors, elle continue de ne rien nous cacher. Pendant les 3 ou 4 semaines qui ont suivi l'incident chez ce mec creepy, elle avait passé pas mal de temps à se dire qu'elle avait exagéré tout ça. Que peut-être cette petite pièce avec le lit de camp n'était pas ce qu'elle pensait. Bref, elle a essayé de se convaincre que c'était juste son esprit de personnes qui prennent des substances qui mélangeaient réalité et imagination. Alors, quand le creepy s'arrête et lui dit de monter, au lieu de faire ce que n'importe qui de sensé aurait fait, crier, courir ou juste fuir, elle monte dans la voiture. Elle ne sait même pas pourquoi elle a fait ça. Peut-être parce qu'elle s'est persuadée que toute cette histoire n'était que dans sa tête. Peut-être aussi parce qu'elle se sent coupable de s'être sentie lâche lors de leur première rencontre. Elle veut affronter le gars, voir s'il y a vraiment rien de bizarre. Mais elle a peur, terriblement peur. Lyra se souvient qu'elle laisse la portière de la voiture ouverte et qu'elle jette un coup d'œil autour d'elle. Il n'y a toujours personne, la rue est vide. Et là, elle pense que si elle ne monte pas dans cette bagnole de son plein gré, il pourrait bien la forcer à le faire. Elle lui dit qu'elle est occupée, qu'elle va retrouver son gars qui lui vend des choses. Et le creepy lui répond tranquillement qu'il peut l'emmener là-bas, qu'il va juste la déposer et même la ramener là où elle veut après, si elle le souhaite. Alors Lyra monte dans la voiture. Elle est terrifiée, mais comme la première fois, elle retombe dans le même schéma. Elle fait semblant d'être défoncée, désorientée, inoffensive et contente de le revoir. Elle lui demande ce qu'il fait de beau. Et le creepy, avec son ton toujours aussi monocorde, lui répond qu'il a essayé de l'appeler et lui demande pourquoi elle n'a pas répondu. Lyra lui explique qu'elle utilise des téléphones portables jetables et qu'elle avait dû en acheter un nouveau quand les minutes du précédent étaient épuisées. Bon, elle se souvient qu'elle était à moins d'1 kilomètre de son rendez-vous avec le gars qui vend les choses, quand le creep s'est arrêté. Alors, elle espérait qu'il tiendrait parole et l'amènerait là où elle devait aller. Si ça se passait comme ça, elle se disait que tout irait bien, qu'elle n'avait même pas besoin de flipper. Mais bien sûr, ça ne se passe pas comme prévu. Quand il grille le feu où elle était censée tourner, Lyra lui dit qu'il a loupé son arrêt. Il répond tout simplement « T'inquiète pas, je vais t'emmener là où tu dois aller. Je voulais juste te parler un peu avant. » À ce moment-là, elle commence à avoir la nausée. Il s'arrête sur Dundalk Avenue et elle voit qu'il tourne vers un de ces petits parcs qui sont disséminés un peu partout dans la ville. Des parcs avec des pistes de jogging, des balançoires, des jeux pour enfants. Elle pense même qu'il y a une école ou un bâtiment administratif en arrière-plan. Elle se souvient avoir pensé qu'elle devait sauter de la voiture dès qu'il ralentirait. Mais elle se dit qu'elle devait se calmer. Parce que si le creep capte qu'elle panique, il n'allait jamais lui laisser une chance de s'échapper. Pendant tout ce temps, alors qu'elle fixait la serrure de la porte, la rue, la zone autour, lui, il parlait de sédatifs. Il disait qu'il cherchait à se procurer des médicaments cette fois-ci. Il lui demande de l'aider, lui raconte qu'il a déjà exploré ce parc et d'autres parcs dans la ville et le comté. Il est convaincu qu'avec quelqu'un comme Lyra à ses côtés pour attirer les petites filles chez lui, il pourrait réaliser son rêve carrément. Et là, il balance le truc qui la terrifie le plus. Il dit qu'il pourrait se débarrasser des corps en les balançant depuis le quai derrière chez lui. À ce moment-là, Lyra se déteste comme jamais. Pendant qu'il parle, elle fait deux choses. D'abord, elle commence à s'affaler sur le siège passager, les yeux presque fermés, essayant de faire comme si elle somnolait, hochant légèrement la tête de temps en temps.
Elle ne le voit que du coin de l'œil, mais elle sait qu'il fouille sous son siège, lentement, discrètement, comme s'il ne voulait pas faire de bruit. Elle fait exprès de bouger sa main comme un signal pour lui dire qu'elle va ouvrir les yeux. La dernière chose qu'elle veut, c'est qu'il pense qu'il s'est fait prendre et qu'ils doivent agir vite avec ce qu'il a sous le siège. La deuxième chose qu'elle fait, c'est de répondre à ses questions, mais elle essaye de ne pas paraître paniquée ou contrariée. Au contraire, elle fait comme si elle était d'accord avec ce qu'il dit, mais sans trop en faire. Elle veut qu'il croie qu'elle réfléchit à ses propositions, comme si elle avait le choix. Lyra veut à tout prix éviter qu'il la considère comme une victime, en espérant qu'en jouant le rôle de l'acolyte potentiel, il la traiterait comme une partenaire, ou au moins ferait semblant assez longtemps pour qu'elle puisse sortir de cette foutue voiture en un seul morceau. Il tournait déjà autour du petit parc et là, il commence à ralentir sérieusement. Lyra, à moitié les yeux fermés, le voit à travers ses cils, tendre la main le plus loin possible sous le siège avant, tout en la regardant pour voir si elle allait bouger. Elle sait que c'est le moment de se barrer de là, parce que peu importe ce qu'il cherchait sous ce siège, il ne voulait clairement pas qu'elle le voie. Elle flippe grave et honnêtement, elle a eu un sacré coup de chance. Parce qu'au moment où il ralentit, une autre voiture débarque de nulle part et ralentit à côté de la sienne. Là, direct, il se redresse. Lyra, sans attendre une seconde de plus, attrape la poignée de la porte, tombe presque en sortant et se met à courir sans jamais se retourner. Elle sort son portable de son sac à main en pleine panique et appelle un pote pour qu'il vienne la chercher dans un magasin au coin de l'avenue. En pleurant, elle est terrifiée par sa propre connerie, par le fait qu'elle était à deux doigts de finir dans le donjon d'un taré. C'est comme ça qu'il appelait sa pièce secrète pendant son discours de malade ce jour-là. Tout ça parce qu'elle n'a pas écouté son instinct, ou juste le simple bon sens. Elle pleure en pensant à tout ce que le creep avait raconté sur ce qu'il voulait faire aux petites filles. Et voilà, c'est en gros la fin de ses rencontres avec le creep de Dundalk. 2 ou 3 mois après tout ça, Lyra reçoit un appel d'un numéro inconnu, auquel elle ne répond pas. Plus tard dans la semaine, elle écoute sa messagerie et devinez qui c'est. Le fameux creepy. Il avait changé de numéro et voulait qu'elle soit au courant. Il lui dit aussi qu'il a fini de rénover sa maison et qu'il aimerait qu'elle vienne la voir. Il précise même qu'il avait mis une annonce dans un journal pour louer des chambres à des femmes uniquement, qu'il avait des idées intéressantes à lui partager. Lyra transmet ce nouveau numéro à son pote flic et change son propre numéro. D'ailleurs, contrairement à ce qu'elle avait dit au creep à l'époque, que son numéro avait changé parce qu'elle avait des téléphones portables jetables et tout, c'était faux, son numéro n'avait jamais changé. Elle n'avait juste jamais répondu au numéro qu'elle ne connaissait pas. Avant leur deuxième rencontre, elle n'avait même pas pris la peine de configurer sa messagerie. Avec le temps, elle a essayé de retrouver la maison du creepy en se servant de Google Maps et tout. Elle pense qu'elle pourrait au moins identifier le quartier. Le Dunkin' Donuts où il traînait tous les matins pendant des années, c'est celui d'Erdman Avenue. Google Maps montre même ce magasin avec l'arrêt de bus devant, pour ceux qui veulent vérifier. Lyra pense encore que le proprio de ce magasin doit savoir plus de choses qu'il ne le dit. Le creep qui a traîné trop longtemps, buvant son café et discuté avec le patron. Elle refuse de croire qu'il ne se connaissait pas mieux que ce qu'il prétendait. Ou également que soi-disant, il n'a jamais remis les pieds là-bas. Peut-être qu'il avait fait profil bas après leur rencontre, mais elle est quasi certaine qu'il est retourné là-bas un jour. Le seul autre détail qu'elle se rappelle, c'est que le creep lui avait dit qu'il vivait dans le même cul-de-sac qu'un flic. Il a dit que c'était soit le chef de la police de ce comté, soit le fils du chef. Lyra, elle se souvient même qu'il trouvait ça marrant, qu'il riait de son amitié avec un flic. Mais bon, ils étaient près de la rivière et le cul-de-sac devait être accessible par un pont depuis la route principale. Et au moment où Lyra nous raconte cette histoire, elle se sent super fière parce qu'en avril prochain, ça fera 6 ans qu'elle est sobre. Elle est reconnaissante que sa vie ne soit plus faite de trucs comme cela. Elle nous dit que si elle a pu le faire, alors vraiment, tout le monde peut y arriver. Voilà, petit message de ma part, vous avez toute ma force si vous aussi vous essayez de vous sortir d'une addiction. Voilà pour cette histoire, elle change un petit peu d'habitude, voilà. Elle a quand même fait la rencontre d'un mec qui potentiellement va être un tueur en série, un mec qui va séquestrer. Enfin bref, l'histoire je l'ai trouvée assez folle et j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous connaissez, petit pouce bleu, abonnement. Et si jamais vous en voulez plus, je vous invite à cliquer sur l'une de ces 2 vidéos là. Allez, c'était Delcor, en attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien, juste les petits potes. Et pour ceux qui ne le savent pas, quand on se fait arrêter, ils mettent votre fourrière à laver. N'importe quoi, votre véhicule à la fourrière, et pas l'inverse.